Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est le Grand Forum en ce mercredi, nous sommes le 20 octobre, vous êtes bien les bienvenus à l'écoute de votre radio France Maghreb 2 du LGF. Au programme de cette émission, nous parlerons de ces célébrités qui se mobilisent pour refaire revenir ces enfants djihadistes du nord de la Syrie. Ils seraient entre 180 et 190. Il y a parmi eux Philippe Toronton, il y a Carole Bouquet et d'autres personnalités telles que Bruno Solo aussi qui se mobilisent pour devenir parrain et marraine de ces enfants afin que la France puisse les faire revenir, les rapatrier. En tout cas, c'est ce qu'ils demandent. La France, on le rappelle, est pour l'instant contre un rapatriement généralisé. Le pass sanitaire, on est en plein dedans en ce moment et on parle de sa prolongation. Est-ce que vous y êtes favorable ? On en reparlera tout à l'heure avec Maître Divisio qui sera notre invité dans cette émission sur France Maghreb 2 dans quelques minutes. Et puis, bien entendu, à suivre le petit geste incroyable de Éric Zemmour ce matin au salon de Villepinte. Il s'est pris pour le sniper là avec le fusil braqué sur les journalistes. C'est l'image qui fait sensation aujourd'hui sur les RS. Pour l'heure, eh bien, soyez les bienvenus. C'est parti pour le LGF, le grand forum de ce mercredi 20 octobre. Le grand forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le grand forum. Dans un instant, nos chroniqueurs du jour, Philippe Bouriaki, Nasser Lagil, seront avec nous en ce mercredi. Et on souhaitera aussi un bon anniversaire, parce que c'est son jour aujourd'hui, à notre ami DJ Nabil qui sera avec nous dans un instant. Ne bougez pas. Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Ravi de vous retrouver en ce mercredi. Nous sommes le 20 octobre et il est avec nous, souvent d'ailleurs le mercredi. C'est bizarre. Philippe Bouriaki, comment ça va mon Philippe ? Il y a mon micro, il fonctionne pas. Voilà, ça y est, il marche. Non mais t'insinues quoi ? C'est bizarre. Non, rien, absolument rien. Attention, hein. J'ai un très bon avocat moi, j'ai Maître Maghribi. D'ailleurs si elle nous entend... Ah, moi, c'est bizarre, on a le même. On a la même. Oui, la même. La même ? Ah toi aussi Maghribi ? Ouais. Bah je vais appeler Boukhalifa là. Ah bah oui, bah, pareil. Il est à Marseille. On va aller le voir à Marseille. Il n'est pas là. Nasser Lagil est avec nous aussi. Et voilà, Nasser Lagil avec le thé et tout, on est bien. Là, c'est mercredi, franchement, c'est le milieu de semaine, on se détend. Non, Nasser il se détend pas, là il est en train de préparer il se détend, un centre médical solidaire à Tel Khalsa en Tunisie. Ah, il faudrait que tu nous en parles. Hein. On en parlera. Ouais. On en parlera. En parler, mon Nasser, comment ça va ? Bah ça va très bien, impeccable Christophe. Ça fait longtemps ? Ouais, effectivement. Ça fait un moment. Mais... Et vous savez qu'il y a quelques années, on va pas dire son âge parce que bon, ça serait tuer un mythe de notre ami DJ Nabil qui fête aujourd'hui son anniversaire. Donc au nom de toute l'équipe, bon anniversaire mon ami. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Champagne. Joyeux anniversaire Nabil. Voilà, sois le bienvenu. Avec dans un instant le pass sanitaire. Bon, je sais, c'est beaucoup moins drôle que l'anniversaire de Nabil. Le pass sanitaire, est-ce que vous êtes favorable à la prolongation ? On en parle, l'état d'urgence, ça y est, c'est fait. Monsieur Mami qui est là aussi pour les bonnes occasions. Comment ça va Tarek ? Très bien, merci cher Christophe. Bon. Je suis venu vous dire bonjour. Oui, très bien. Alors, dans le pass sanitaire, on en reparlera donc dans un instant avec Maître Fabrice Divisio qui sera notre invité dans un instant. Voilà, la grande gueule du barreau sera avec nous. Fabrice. Il est plus au barreau. Il paraît qu'il a démissionné. Quoi ? Non, il n'a pas démissionné. Non. Il va faire de la politique maintenant. Voilà. Avec qui ? on sait plus ce qu'il je sais pas, on lui posera la question. Ah oui. Hein Sinon il peut venir rejoindre Jadot. Non, l'équipe de campagne est faite là. L'organigramme est déjà fait. Allez, c'est parti pour le quiz, les amis. On y va. Quiz. Avec un petit verre de thé à la main, ça passe tout seul, vous allez voir. Le quiz avec mes petites questions, les enfants, c'est parti. Attends, je Quoi ? regarde les réponses déjà. Moi je suis devant. Attends, il ouvre Google d'abord. Google. Première question. Stéphanie Monaco. Non, commencez pas, on n'est pas chez Hanouna ici. La dernière fois qu'il a dit ça, Hnouna, c'est pas Hnouna, c'est la Hnouna. dernière fois qu'il a dit ça, il m'a mis un 7-0. Voilà. Il a commencé par ça. Première question. Je cherche une enseignante religieuse morte en 2008. Teresa. Non. Non,
Non, mais, vous n'avez même pas entendu. oui. Une religieuse enseignante. Enseignante. Ouais. Surnommée la petite sœur des pauvres. Bah, c'est Sœur Teresa. la Non, petite sœur c'est des pas pauvres. Sœur Teresa. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, C'est une bonne réponse. Bravo, David. Attends. Il a J'ai marqué le au moins même, son il est point. génial. Attends. On parle pas de la même Emmanuel, parce que moi, là, l'Emmanuel que je connais, je te jure. Non, mais arrête. Je Ça, suis c'était avec. 74, ça, c'était 74 et c'est interdit sur France Maghreb 2. Ah ouais. Ah, c'est juste. Surtout à cette heure-ci. Ah oui, Ah, Il a parlé de religion. Ouais, ouais, en plus. C'est une religion, moi. Je suis raïlien, moi. Bourriaki, Boualik. Franchement. Boualik. Ah, la honte. Deuxième question. Quel humoriste a annoncé qu'il allait voter Marine Le Pen? Salès, Bigard c'est avec Las Palais, il est. Oui, mais c'est qui? Oh, je Chevalier. Chevalier. connais même Voilà, pas ce- c'est je Philippe connais Chevalier. même pas Exactement. leur nom. Alors, voici ce qu'il déclare, C'est monsieur pas- Philippe Chevalier. Écoutez plutôt. Et tu es Moi, ce qui me humoriste, fait peur, c'est la délinquance et l'absence de réponse pénale en face de cette délinquance. Moi, c'est ça mon souci. C'est la peur aussi d'une intrusion d'une autre culture. Je dis bien d'une intrusion et d'une suprématie d'une autre culture. Ce qu'on m'a reproché aussi chez Hanouna, c'est d'avoir mis comme bouclier ma chère et tendre épouse qui est sénégalaise. Bon, c'est pas une parade. C'est simplement de dire, écoutez, moi, je suis de droite, mais je suis le contraire d'un raciste. Mais le contraire, l'exact contraire. Donc on peut être de droite et pas dire les étrangers dehors. C'est formidable. Dire que ma femme qui est sénégalaise Ouais. n'a pas la même culture que tous les Sénégalais. Suivez le regard. Donc elle doit avoir la culture des autres, puisque lui il est contre l'intrusion d'autres cultures. Vous m'avez suivi? J'ai C'est rien pas grave. compris. J'ai rien compris, Tarek. Sa femme, elle est sénégalaise. Oui. Oui. Et lui, il est contre l'intrusion et les changements de culture. Il n'aime pas de ma fête. Donc, sa femme n'a pas la culture sénégalaise. C'est ça. Ah, C'est le intégré. moins par moins est égal plus. C'est ça, ok, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. Vraiment, c'est logique. Bon, point pour Bouriaki. Hein. Ah oui. Ah oui, c'est un premier en tout Bah, cas. c'est normal, il aime le mafé. Un pour Bouriaki, un pour Nabil. Attention. Je cherche un militaire et homme d'État assassiné en 2011. Gaddafi? Bah oui, bravo Gaddafi. On peut dire Ah, qu'il a été assassiné, hein, Tarek, on est d'accord. Hein. Ah, Kadhafi. Oui, bah, bien bah sûr oui. qu'il a été assassiné. Voilà. Attends, il faut que je regarde la version officielle. Moi. Ah, j'ai Bah, fait rien. justement, c'est de la version officielle, il a été assassiné. Ah, bah oui. Alors, oui. plan A, Ouais. par un jeune libyen Ah, ça, c'est bien. énervé Ça, c'est bien. contre le dictateur. Ça, c'est bien, c'est bien. Ouais. Version B, dans quelques mois au tribunal, vous aurez la réponse. Ah non, vous parlez pas comme ça de mon président qui est. Eh, il a une immunité en plus. Il peut rien faire. Ah bah si, ça a a un totem. ça a sauté, puisque avec l'immunité, on le convoque pour être quand même... Oui, mais témoin. comme Bon, assisté. eh, Oui. on se dépêche les enfants. Oh là là. Monsieur Il aime le pas la ministre, culture. Premier point. Ouais. il aime pas la culture, Christophe. C'est Il ça. aime juste Je la préfère- question je préfère oui, la non, conf- quoi. je préfère la confiture. Quatrième question. Le tribunal a ordonné l'audition de quelle personne? Sarkozy. Sarkozy, Non, mais c'est moi le premier. Ouais, non, c'est Tarek. Oh, bah, Oh, je le sais. c'est sauteur. Tarek. Ah, Eh, bah tu crois oui, sur la j'étais augmentation. Pas du tout, alors, tu me connais mal, vieux. Sarkozy. Non, T'as insulté j'ai peut-être Christophe. pas les yeux, mais j'ai les oreilles, mon vieux. Ouais, les oreilles, ouais. Donc, dans le cadre de l'affaire des écoutes de l'Elysée, Pas d'écoute, mon ami. Sondage. Ouais, c'est sondage, ça. pardon, Il connaît rien, sondage il de connaît rien, l'Elysée, c'est il pas est, dire. ordonné C'est lui comme qui les a témoin. ordonnés, mais il voulait pas en parler. Comme témoin, voilà, on précise. Hein. Il va témoigner sur son immunité. Donc 2-1 pour, 2-1 pour Tarek, attention. Ah ouais, ouais. Je cherche à présent un écrivain et poète français né en 1854. Arago. Non, monsieur. Non, non, Jean-Pierre non, non, Rousseau, non, non, Rousseau, non, Il non. est mort Voltaire. le 10 novembre 1891. Quoi? Rimbaud. Hugo. Rimbaud est une bonne réponse. Bravo, Nabil. Rimbaud était Arthur un poète. Rimbaud. Oui, un poète. Ah, Arthur. Et vous, Jack. et vous savez que Rimbaud, il a une maison au Yémen, Ah bon? qui est la maison de la poésie, qui s'appelle la maison Rimbaud, parce qu'il a été au Yémen et qu'il a fait un super poème et qu'il adore ce pays. Oman, pas Yémen. Ah ouais, Oman. je me disais. Non, non, je me raconte. Il y a Oman. une référence. Oman. Dis donc, Nabil, c'est bien. Ça te bien va sûr. bien de vieillir là. C'est bon ça. Et Attention. il a vu Wikipédia, les trucs du jour. Mais on est éliminé là. J'ai rien vu Entre du Nabil tout, et Tarek là. Roger Ouais, exactement. Moi, je me- Non, il nous reste je deux me tais. questions. Bah, je me tais. Non, non, non. pas grave, il y a la Arrêtez, question, Tarek. l'émission. Qui qu'a dit? Oh, Ah oui, oui. Ceux qui ont profité de la crise, on a leur nom et leurs maire. adresses. Le maire. Non. c'est Mélenchon, non? C'est Mélenchon. Ouais. Et c'est une très bonne réponse. Ah oui. C'était hier matin chez Bourdin. Écoutez plutôt. Il faut bien comprendre les gens il y a des gens qui s'enfoncent dans la misère aujourd'hui et ne savent comment réagir. On a 8 millions de personnes à l'aide alimentaire. Rendez-vous compte? Et 10 millions de pauvres.
Donc il est temps quand même que les catégories supérieures arrivent à se rendre compte que dans quel état vit le pays. Même si la France est riche, même si la France... Plus riche que jamais. Plus riche que jamais. La plus grosse épargne au monde, derrière le Japon, Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a de l'argent dans ce pays. C'est vous qui le dites, hein, monsieur Bourdin, c'est pas moi. C'est pas moi. Oui. Ce sont les chiffres qui le disent. Moi, oui. Les économistes, les analystes... Il ne reste plus qu'à se demander qui c'est qui a épargné tout ça. Parce que j'ai lu, les Français, c'est formidable, pendant la crise, ils ont épargné. Il faut quand même regarder ça de plus près. Ceux qui ont beaucoup épargné. Et tous les autres, ils ont dépensé tout ce qui restait dans les fonds de tiroir. Il faut quand même rappeler ça. Hein. Ceux qui ont profité de la crise, ils ont des noms et des adresses, des comptes en banque et des impôts à payer. Ça représente des sommes considérables. Et c'est ça, monsieur Bourdin, qui est le défi, de notre temps. Le capitalisme est pas capable de se corriger. Quand ça va mal pour tout le monde, lui, il continue à aller bien. Ça prouve que c'est un système qui n'est pas un système vraiment humain. En ce sens que rien ne le corrige jamais. Donc commençons par dire ça. Si nous sommes la deuxième épargne du monde, c'est parce que nous sommes le premier pays d'Europe pour les milliardaires et pour les dividendes qui sont distribués aux très puissants. Jean-Luc Mélenchon, très bonne réponse, Philippe. Il nous a fait une explication de Karl Marx en 3 minutes. Pour ceux qui ne savaient pas, qui connaissaient Karl Marx, là, ils ont compris ce que c'est. Ouais. Quel grand orateur, monsieur Mélenchon. Ouais, mais attention. Quoi franchement, c'est pas bien ce que t'as fait, Christophe, parce que toi, t'as dit, qui a dit ceux qui ont fait de l'argent, on a leur nom et on a leurs adresses. Mais je me suis dit, putain, le mec, il va les pendre. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Oui. Bon. Quand même. La phrase n'a pas été dite. On connaît leurs noms, on connaît leurs adresses. De me reclasser. On connaît leurs noms, on connaît leurs adresses. Boucle-là, t'as marqué le point, qu'est-ce qu'il te faut? Ouais, mais je suis pas dans l'organigramme, moi. Bon, maintenant, tout va se jouer entre Nabil Tarek et Philippe sur cette dernière question. Boucle-là, il m'a dit, t'as vu? Ouais. C'est un truc de fou. Je cherche un acteur, réalisateur et écrivain français né à Alger en 1925. Acteur. Truffaut. Non. Qu'est-ce que je raconte Il est mort. Il a été Non. Comment t'as dit? Roger Hanin. Non, c'est Philippe qui l'a dit en premier. Bah oui. Roger Hanin est une bonne réponse. Bah, c'est moi qui ai dit Hanin. Non, il a dit Hanin avant. C'est Roger Hanin. Mais si. Ouais, non. On peut écouter la VAR. Vas-y, réécoute la VAR. Le VAR. On demandera le VAR. J'ai dit Roger Hanin. On demandera le VAR comme pour le deuxième penalty du PSG hier. Oh là là. Non, commencez pas. Roger Hanin qui est mort et enterré à Alger d'ailleurs en 2015. Oui, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, il a fait beaucoup de jaloux, notamment dans une partie de la droite et de la communauté juive, qui ne comprenaient pas qu'il ait l'honneur d'être enterré là-bas, et surtout qu'il y a un avion qui vient le chercher, le cercueil, et ils étaient 3 à partir avec lui, dont un autre réalisateur franco-algérien, Alexandre Arcadi. D'ailleurs, s'il veut être en Algérie, Alexandre, sache que je peux... Non, vous n'avez pas besoin d'Alexandre, vous m'appelez si je suis encore là et je m'en occupe. En Algérie? Vous allez vous occuper mieux que moi? Moi, je suis pas dans l'organigramme de Jadot. Non, mais vous inquiétez pas, vous êtes dans l'organigramme de Tarek Mami. Ah, voilà, ça c'est bien. Ouais, mais ça marchait dans l'Algérie d'antan, je sais pas si ça marche aujourd'hui. Où on a des connexions, on n'en a pas. Bon, eh bien bravo, c'est parti pour le plus du LGF. Merci. Bon anniversaire, mon ami. Bon anniversaire, David. Excuse-moi encore. Alors ça s'est passé ce matin à Villepinte et c'est encore malheureusement obligé d'en parler parce que ce qui s'est passé quand même assez extraordinaire, c'est Éric Zemmour qui braque les journalistes avec un fusil et s'est pris pour un sniper. Opération com, les enfants, qu'est-ce qu'on en pense de cette opération? C'est débile, ça sert à rien. C'est provocateur. Non, mais j'ai vu les images tout à l'heure. Non, franchement, sincèrement, moi, En tout cas, ça enflamme les réseaux sociaux depuis ce matin. Ouais, ça enflamme parce que dès qu'il va les péter, ça va enflammer aussi les réseaux sociaux. Donc, ça suffit dès qu'il fait le moindre truc. Il est en train de visiter comment s'appelle un truc d'expo à Villepinte sur les métiers de la sécurité, la sûreté, la police, l'armée, etc. Ok. Là, on lui présente un fusil. C'est un salon ouvert à tout le monde. Hein. À tout le monde. Oui, tout le monde peut y aller. J'avais reçu même une accrédite pour la presse. Et comme j'attendais l'organigramme, j'ai pas pu y aller. Vous êtes libre jusqu'au vendredi. Ça marche. Et donc là, on lui présente un fusil tactile. On lui présente pas. Voilà. Oui, il passe à côté, il est exposé, et c'est lui qui va sur le truc. Non, le mec, il lui montre quand même. Il lui explique ce que c'est, etc. Et donc, il le prend comme ça. Voilà, on est d'accord. Il se met en joue. Il fait comme s'il se mettait en joue et puis d'un coup... Il y avait en face de lui le journaliste de LCI. Non, mais il se décale après sur la droite, etc. Il fait un joke, en fin de compte, aux journalistes.
alors, moi, j'ai un copain qui était là-bas et qui a vu la scène. Et visiblement, il y avait un joke qui se faisait avec un journaliste. Alors, je ne sais pas si c'est le journaliste d'ACI ou pas. Et donc, il était dans ce truc-là. Et après, c'est repris. Alors, est-ce qu'il a fait exprès, sachant que... Parce que ça faisait 2 jours qu'on parlait plus d'Eric. Ouais. Moi, j'étais en sevrage. Hein. Ah, franchement, j'étais Eric, en plus, tu vois, je l'appelle même plus Zemmour, je l'appelle Eric, comme si c'était mon ref. Rico, où tu es? Tu vois, là, le truc, ça fait 2 jours, ma parole, j'avais un petit manque. Franchement, la vie n'avait pas le même goût. La vie après Zemmour, c'est pas la même. Hein. Et puis boum, on nous remet une pastille Valda, et donc on va en parler pendant 48 heures. Donc on va pas parler du pouvoir d'achat des Français qui a diminué, malgré que le gouvernement dit tout va bien, on est même augmenté. Bon, voilà, si demain il va chez le coiffeur et qu'il se fait couper les cheveux par un cousin, ça se passe comment? Pastille Valda. Il m'a donné une pastille Valda. C'est sérieux cette radio? Je la prends par où celle-là? Parce que c'est subjectif quand même. Nasser, le geste de Eric Alors je t'avoue Zemmour. que j'ai pas regardé la vidéo, mais voilà, on parle encore une fois de lui. Donc l'actualité en vérité se base que sur Zemmour. On veut le mettre en avant, on continue à le mettre en avant, et franchement ça devient pitoyable. Donc dans le sens où voilà, on ne veut pas parler d'autres actualités en sachant qu'on vit une crise qui est très importante. On parle bientôt là d'une 4e vague, je vous le cache pas. Hein. Moi, 5e vague, donc je vous le cache pas parce que j'ai des amis, on va dire proches, qui ont été touchés par le Covid et certains sont décédés ces derniers jours. Donc on en parle beaucoup moins. On a l'impression que Zemmour a stoppé la campagne de la crise sanitaire et le Covid. Voilà, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. C'est vrai que, et sans compter qu'il y a quand même beaucoup plus important en ce moment, le pouvoir d'achat, l'augmentation du carburant. On attend d'ailleurs la décision du gouvernement concernant les annonces qui devraient être faites d'ici quelques jours, on promet avant la fin de la semaine, pour savoir qu'est-ce qui va être décidé pour mettre fin à ces augmentations terribles. Là. On bat des records historiques du carburant, là. C'est un truc de fou. Mais c'est exactement ça. Donc, faut-il peut-être rappeler que les Gilets jaunes étaient descendus dans la rue parce qu'il y avait eu l'augmentation de ce carburant. Donc, d'accord, ceux qui vivent dans la région parisienne ne sont pas forcément, on va dire, les plus touchés, mais c'est surtout ceux qui vivent en province, ceux qui doivent taper 40 km chaque jour pour se rendre à un endroit ou à un hôpital ou se faire soigner. Effectivement, on le sent. Moi, le premier, j'utilise souvent ma voiture. Et effectivement, il y a une répercussion en termes de finances qui est impressionnante. Là, je viens de revoir les vidéos que... Philippe m'a montré les vidéos de Zemmour. Il est en pleine campagne. Il fait du Trump. Quand on regarde bien, il joue le rôle de Trump. Ouais. Il est dans le même rôle. Il est, on va faire du show, on va montrer on joue à l'américaine, etc. Donc là, pour moi, il n'y a rien de surprenant. C'est un gars qui est complètement... S'il fait du Trump, c'est un peu inquiétant. C'est-à-dire que ce qui s'est passé aux États-Unis, alors que personne ne le voyait venir. Bien sûr. Mais c'est ce qui risque de se passer. Moi, personnellement, je reste persuadé que Zemmour, s'il arrive au 2e tour, il risque de surprendre beaucoup de monde. Je vous le dis, parce que Marine Le Pen, ce qui lui a fait on va dire... la défaite de son élection, c'était le débat contre Macron au 2e tour. Donc on a vu le niveau de Marine Le Pen. Là, Zemmour, il va réfléchir, il va y travailler pour faire en sorte de ne pas tomber dans le même piège que Marine Le Pen. Donc ça, c'est un avis personnel. Et je pense que là-dessus, il va y avoir des grosses surprises dans les prochains mois, quoi. Très bien. Parce qu'on est à 7 mois des élections, il faut le rappeler. Bon, eh bien, on aura l'occasion d'en reparler, en tout cas, certainement, je vais vous dire, même malheureusement, de Éric Zemmour et de ses provocations. Zemmour. Zemmour. Mais si on va parler du pass sanitaire, le pass sanitaire qui est en action depuis quelques mois maintenant, jusqu'au 15 novembre, normalement. Et le gouvernement donc souhaite une prolongation de ce pass sanitaire jusque l'été prochain. Voilà, des discussions assez houleuses qui ont lieu à l'Assemblée nationale. L'état d'urgence a été prolongé jusque l'été prochain par une petite poignée de députés d'ailleurs. Je crois que c'est 160 et quelques députés sur 577, donc c'est pas énorme. Mais ça passe quand même. Et pour en parler avec nous sommes avec Maître Fabrice Divisio qui est avec nous. Bonsoir Maître. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors juste avant qu'on parle du pass sanitaire, la dernière fois que nous nous sommes parlé, cher maître, vous étiez sur le point de tout arrêter. Bon, visiblement, vous n'avez pas vraiment tout arrêté, maître. J'ai dit que j'arrêterais dans le temps, effectivement, qui était celui de conforme, j'ai envie de dire, à un statut. Je ne peux pas quitter mon cabinet du jour au lendemain, mais incontestablement, j'ai dit que je partirais, je pars.
Vous partez toujours, parce que vous aviez confié que vous souhaitiez effectivement vous retirer un petit peu de tout ce qui est médias. Ah, mais complètement. Et d'ailleurs, si vous remarquez, mis à part sur TPMP par amitié pour Cyril, finalement, je donne quasiment plus d'interviews. Alors, vous êtes un des rares à qui j'accepte. J'ai des sollicitations, j'ai 4 sollicitations par semaine en moyenne, 4 ou 5, et je refuse toutes les interviews. Eh bien, vous m'en voyez ravi, cher maître. Alors, Fabrice Divisio, sur la prolongation du pass sanitaire, je sais que vous étiez un fervent opposant à ce pass sanitaire, vous l'êtes toujours, je crois. En quoi ça serait extrêmement dangereux, gravissime, que ce pass sanitaire puisse se prolonger jusque l'été prochain ? Réfléchissons un instant. Quelle est la finalité du pass sanitaire ? Soit il est de nature à endiguer l'épidémie, à limiter la propagation de l'épidémie, soit il a pour but de forcer les gens à se faire vacciner. Personne n'est dupe, il a pour but de forcer les gens à se faire vacciner. Très bien. Je déplore évidemment ce but, mais peu importe. Aujourd'hui, on a en moyenne 85% de la population qui est vaccinée. Donc, le but de protéger l'ordre public sanitaire ne tient plus, et le but de forcer les gens à se vacciner ne tient plus. Qu'est-ce qui reste ? Il reste le booster et la 3e dose. Il reste effectivement de garder sous contrôle une population pour qu'elle fasse ce que je veux qu'elle fasse et dont je pense qu'il est bon qu'elle le fasse. Car réfléchissons-y, le booster, et donc il est valable 6 mois le booster, et donc dans 6 mois, finalement, il va falloir les forcer pour la 4e dose, puisque c'est un renouvellement probablement tous les 6 mois. Et donc on est amené à avoir un pass sanitaire à vie. Ouais. Philippe Nasser et Tarek aussi, vous êtes d'accord avec ça sur l'explication de maître Fabrice Divisio qui nous dit, mais en fait c'est pas faux d'ailleurs, c'est là aujourd'hui on nous parle de la 3e dose, que si vous la faites pas on pourra vous retirer le pass sanitaire, et pour que forcer les gens finalement à faire leur dose, parce que voilà, il va falloir s'y faire, 4e, 3e, 5e, etc., il faut laisser le pass sanitaire en activité, ce qui permettra d'un petit peu d'avoir une espèce de chantage envers la population, si j'ai bien compris, Philippe. Je l'avais pas vu comme ça, mais maître Divisio soulève quelque chose d'intéressant dans ce qu'il dit. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est aujourd'hui, et d'ailleurs c'est bizarre, il n'y a plus de chiffres. J'ai plus de chiffres sur le nombre de contaminés, j'ai plus de chiffres de. C'est vrai ça, ils sont où les chiffres ? Je sais pas. Ils sont diffusés tous les soirs sur le site du ministère et de temps en temps sur les écrans de TV. Et vous avez des infos ou pas là-dessus ? Oui, 274 hier de nouveaux contaminés. 274 ? Oui. Est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend ? Non, mais le problème, c'est qu'ils n'indiquent pas, entre parenthèses, par rapport à la veille. Dans certains pays, on indique le jour plus la veille. En France, on donne juste le chiffre du jour. Et donc ces contaminés, est-ce que ce sont des gens qui sont vaccinés ou pas vaccinés ? Pas d'indication d'indication à la télé, il faut aller voir le site. Alors, est-ce que c'est des gens qui sont vaccinés, mais qui ont plus de 6 mois de la 2e dose ? Ce qu'on peut voir aujourd'hui en Grande-Bretagne, c'est qu'il y a 2 jours, ils ont pris une vague de 40 000 contaminations, alors que je crois qu'ils sont quasiment à 100% en Grande-Bretagne, si je ne m'abuse. Et donc, effectivement, il a bien dit, maître Divisio, le booster n'est valable que 6 mois, donc c'est dès le départ qu'il faut prévenir les gens et leur dire tous les 6 mois, vous allez devoir vous faire vacciner. Et sauf que ce gouvernement, il y va à chaque fois en diffusant un petit peu, jusqu'au bout, tu te rends compte qu'ils t'ont tout mis, et ça lève plein de questions. Et effectivement, en prolongeant le pass sanitaire jusqu'à cet été, tu vas prendre une 3e et tu vas prendre une 4e pour être bien sûr. Est-ce qu'il y a une efficacité réelle ou supposée ? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que ça sauve des vies ? Là, il faut poser la question, et donc on a le temps d'avoir, à 85%, on a du recul pour savoir si c'est le cas ou pas. Si ça sauve réellement des vies et que ça fonctionne, il faut le rendre obligatoire, c'est tout, point. Et tu sais qu'à 6 mois des élections, si tu dis un truc comme ça, tu vas prendre un boomerang dans ta tête. Et voilà, ils y vont. Tu te demandes où est la face cachée de ce truc-là. Et là, ça alimente tous les complotismes, tous les questionnistes, parce qu'il y en a, ils se posent des questions. Et c'est pas parce que tu te poses des questions que tu es un complotiste. Moi, j'ai les 2 doses. Je ferai la 3e. Parce que effectivement, j'ai une certaine crainte, j'ai un cas de morbidité. Je suis en train de passer à travers jusqu'à présent.
mais je le fais pas de gaieté de cœur. Je l'ai toujours dit. Je le fais pas de gaieté de cœur. Et ça me pose un problème, ce pass sanitaire, pour nos concitoyens qui n'y croient pas et à juste raison. Maître Divisio. D'abord, ce que je trouve intéressant dans votre propos, et je vous en remercie, c'est de distinguer ce qui relève de la vaccination de ce qui relève du pass sanitaire. Ce sont deux débats différents pour moi. C'est-à-dire que là où vous avez touché du doigt un élément, c'est que la vaccination demeure un moyen de protection avec ses limites. Mais est-ce qu'il y a un système qui n'en a pas dès lors que, et ce système, il est d'autant plus important de venir effectivement expliquer, comme vous le faites, que cette vaccination, elle peut avoir un intérêt, et elle a un intérêt, en particulier chez toute une catégorie de population fragile pour plein de raisons. Je pense que c'est vachement important de le dire d'abord. Bien. Et ensuite, cependant, ce pass sanitaire, lui, il a un problème. C'est qu'en fait, il ne sert pas à endiguer l'épidémie, premièrement, ça maintenant même le conseil scientifique le dit, et deuxièmement, il est, si vous voulez, conjugué à une autre mesure qu'il ne faut pas oublier, c'est le déremboursement des tests PCR, où aujourd'hui, finalement, vous arrivez à une situation qui n'est plus sanitaire, mais qui est largement politique, où moi, qui gagne très bien ma vie, si je veux pas me faire vacciner, parce que pour plein de raisons, eh bien, effectivement, j'ai le choix de ne pas le faire, et le pass sanitaire, je m'en fiche comme de la première chemise, là où, effectivement, si j'ai des types qui bossent toute la journée, qui travaillent, qui vivent dans les quartiers populaires ou ce que vous voulez, eh bien, eux n'auront pas le choix que de se faire vacciner. Et donc, on arrive à une vaccination sous la contrainte. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on gère une politique de santé publique? Enfin, sur la vaccination obligatoire, je suis pas loin de partager votre avis. J'y suis opposé à la vaccination obligatoire, mais en soi, mon avis n'importe que peu, si vous voulez. Mais ça aurait un mérite, qui est celui de la cohérence, finalement. Premier élément. Deuxième élément, mais pourquoi le gouvernement ne le fait pas? Je vais vous dire pourquoi il ne le fait pas. Il y a deux raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Parce que s'il impose une vaccination obligatoire avec une AMM conditionnelle, on n'oublie pas quand même que actuellement, on n'a aucune donnée scientifique établie sur une troisième dose et on n'a aucune donnée sur une vaccination dont on ne sait pas comment elle va évoluer au fil du temps, avec notamment l'étude de carcinogénéité qui n'a pas été faite. On est en plein inconnu, si vous voulez, avec la vaccination. Il ne faut pas l'oublier non plus. On est en plein inconnu à long terme. Face à ces résultats, maître, quand même. Le gouvernement qui fait ça prend une responsabilité qui ne s'est jamais vue dans l'histoire. C'est impossible qu'il le fasse. C'est pour ça qu'il rejette ça d'un tour de bras. Parce qu'il préfère que les Français, eh bien, directement, assument la responsabilité de la vaccination que lui ne veut pas assurer. C'est tout. Oui, mais maître, il faut quand même admettre que, effectivement, aujourd'hui, on a un chiffre qui est pas loin de 85% de la population qui serait vaccinée aujourd'hui. On voit que la mortalité a quand même fortement baissé. Et cette vaccination, si toute question, évidemment, on peut se poser des questions autour de cette dernière, on a au moins une réponse sur le fait que ça évite quand même, en grande partie, en majorité, de contracter les formes graves du Covid-19. Donc c'est pas rien quand même que d'éviter la mort de beaucoup de gens. Non mais attendez, il y a deux choses distinctes si vous voulez. D'abord, attention, corrélation n'est pas causalité. Vous m'expliquez qu'aujourd'hui, effectivement, la mortalité a baissé. Regardez les courbes d'Israël à propos, effectivement, de la vaccination et regardez ce qu'avait dit le Premier ministre israélien devant la Knesset, parce qu'on l'oublie un peu vite, c'est que fondamentalement, les personnes doublement vaccinées, puisque maintenant elles ne sont plus considérées comme vaccinées, mais néanmoins, les personnes doublement vaccinées étaient sujettes aux formes graves et donc occupaient les lits de réanimation. C'est pour ça qu'il a tapé du poing sur la table en disant il vous faut une troisième dose. Donc, si vous voulez, attention, corrélation n'est pas causalité. En plus, vous avez une étude qui est parue récemment au Journal européen d'épidémiologie qui est particulièrement bien faite, qui vous montre qu'en réalité, les mesures, les forts taux de vaccination ou les faibles taux de vaccination n'ont qu'une incidence très mineure sur la circulation du virus. Et ils appellent à revoir la politique vaccinale en évitant le taux vaccinal. C'est pas inintéressant comme propos. Mais ensuite, deuxième élément qui est intéressant, ce que vous évoquez, 85% de la population est vaccinée. Oui. Ok, mais et alors? Ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'on a besoin que 85% de la population soit vaccinée ou est-ce qu'on a besoin de vacciner les bonnes personnes? Puisqu'on sait aujourd'hui que la vaccination n'empêche pas, on peut fantasmer tout ce qu'on veut là-dessus, mais maintenant c'est à peu près établi, sauf quand on a une mauvaise foi, qu'elle n'empêche pas la transmission, ou en tout cas pas dans une proportion suffisante pour endiguer une épidémie. Pourquoi est-ce que finalement, concrètement, on ne vaccine pas les bonnes personnes quand vous avez les 12-17 ans qui sont vaccinés autant que les 60-80? Ça pose quand même une vraie question. Vacciner les mineurs aujourd'hui, quel est l'intérêt? Quand vous savez que l'immunité naturelle est plus favorable et dure plus longtemps que l'immunité vaccinale,
Pourquoi est-ce que c'est si grave si un gamin de 12 ans ou de 17 ans chope le virus? C'est parce qu'on est dans du fantasme, si vous voulez. On fantasme et la vaccination est devenue une mesure politique. Et effectivement, exactement comme vous le dites, pour que demain matin, Emmanuel Macron puisse dire « Regardez, j'ai fait vacciner 100% de la population parce que tel est bien l'objectif désormais, y compris les 5-11 ans qui vont pas tarder, avec zéro inconnu et quand même 25 000 morts du vaccin dans la base Eudravigilance. Trouvez-moi un vaccin qui a produit ça quand même dans l'histoire. Ça, c'est pas des chiffres complotistes, c'est des chiffres de veille sanitaire officiels, 25 000 morts. Donc, 25 000 morts dus au vaccin, maître, c'est ça? Pardon ? 25 000 morts dus au vaccin, c'est ce que vous nous dites. Ah, c'est à base de Eudravigilance, c'est à base européenne, publiée par l'Agence européenne du médicament. En Europe ? Absolument. En Europe ou dans le monde entier ? Absolument. En Europe ? Absolument. Pourquoi on nous cache ce chiffre, maître ? En Europe, il n'est pas caché, il est sur le site. Non, mais pourquoi personne n'en parle? Parce qu'il est gravissime. 25 000, c'est énorme. Non, mais sur l'Europe, ça fait combien de millions de personnes aussi, hein? Oui, alors sur combien de millions sur une population de combien de millions? Attendez. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que 25 000 morts, vous vous rendez pas compte, mais en santé publique, c'est colossal. Trouvez-moi un vaccin dans l'histoire. Non, mais sur 500 millions de personnes, on n'a pas de chiffre. Moi, j'aurais 2 remarques, si vous permettez. La première. On nous a habitués à 2 genres de vaccination. La vaccination qu'on injecte aux petits pour qu'ils n'attrapent pas de maladie, et c'est 1 ou 2 fois donc en bas âge. La deuxième, c'est pour les personnes âgées, et donc il y a le vaccin du rhume contre le rhume tous les ans. Mais le problème qu'on a et la question qu'on peut se poser, est-ce que ce vaccin va être dans la classe de la double vaccination qu'on injecte aux petits-enfants pour qu'ils ne chopent jamais certaines maladies, ou est-ce qu'il va devenir périodique à l'image de la vaccination contre le rhume, et tous les 6 mois ou tous les ans on va venir. Et je pense que ce manque de clarification pour l'opinion publique perturbe encore la situation et amène un rejet normal et naturel. Non, mais il y a un autre aspect, si vous voulez. Je comprends parfaitement ce que vous dites, mais il y a un autre aspect. Un acte n'est bon, en philosophie politique, en philosophie morale d'ailleurs, un acte n'est bon que s'il est conforme à sa finalité. La finalité du vaccin, c'est pas d'aller prendre un verre à un bar. La finalité du vaccin, c'est comme vous le dites, soit d'empêcher la transmission de la maladie, et auquel cas on peut comprendre qu'on vaccine des enfants par exemple, ou des jeunes adultes, ou alors effectivement, le but d'un vaccin, c'est d'empêcher la forme grave. Et alors il faut se concentrer sur ceux qui font des formes graves. Mais à un moment donné, en aucun cas la finalité d'un vaccin, je ne me vaccine pas pour aller en vacances ou pour aller prendre un pot. Or aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Or, un acte qui n'est pas conforme à sa finalité est forcément un acte mauvais en philosophie morale. Et je ne peux pas revendiquer en tant qu'État, je ne peux pas me féliciter d'avoir poussé les citoyens à accomplir un acte qui est intrinsèquement mauvais parce qu'il est détaché de la fin qui est la sienne. Ça pose un énorme problème. Alors bougez pas, maître Divisio, restez avec nous, on se fait une petite page de pub, hein. On fait un peu, nous aussi, rentrer un peu d'argent dans la caisse, hein. Et on est de retour très vite, maître Divisio, avec vos appels, chers amis auditeurs, si vous le souhaitez. On parle de la prolongation du pass sanitaire. Je m'interroge, je vous poserai la question à tous d'ailleurs. Le Conseil constitutionnel, il va faire quoi là ? Comment il va se comporter ? Parce qu'on rappelle quand même que le pass sanitaire, c'était d'une période limitée, jusqu'au 15 novembre. Comment il va se comporter ? On en parle dans un instant. Le LGF, l'émission de référence sur France Maghreb 2, tous les jours 16h, 18h, on débat, on échange et on discute avec le peuple ici réellement. Vous pouvez nous appeler d'ailleurs au 01 40 33 9000, nous parlons de la prolongation du pass sanitaire. Et avec Philippe Bouriaki, qui est conseiller régional d'Île-de-France, on le rappelle. Monsieur, oui, écolo, oui. Pour l'instant. Enfin, ce qu'il en reste, ce qu'il en reste d'écolo. Je suis pas sur le Monsieur Nasser Lagili est avec nous et Tarek Mami aussi, journaliste, ainsi que maître Fabrice Divisio, qui est avec nous et qui nous réserve d'ailleurs de sa venue ici sur France Maghreb 2. Et je le remercie, maître, parce que voilà, il a un petit peu, pour se protéger aussi, parce que c'est vrai qu'il a pris beaucoup dans la tronche. Et vous avez pris cher, maître. Vous protégez un petit peu, vous limitez un petit peu votre présence dans les médias. À l'exception de Cyril Hanouna, qui est un ami, on le rappelle. Alors, un ami à qui ? Un ami à maître Fabrice Divisio. Ah, tu m'as fait peur. Voilà. Ah, monsieur Fabrice, monsieur Divisio. Ouais. Il faut lui parler de moi.
Non, c'est de se placer. Non, mais Bah, chacun. attends, Tu te démerdes, je tu suis fais pas dans comme lui. l'organigramme de Jadot. Fabrice j'essaye, Divisio, quand Cyril Hanouna l'a appelé, il l'a appelé, tu vois, parce qu'il a entendu parler de lui. Donc tant qu'il n'entend pas parler de toi. Ah, mais je peux faire des dingueries, hein, si Ouais. tu veux. Alors, maître, je posais la question il y a quelques instants sur le fameux Conseil constitutionnel qui, vous le savez, s'est penché sur le pass sanitaire. C'était début août qu'il a donné sa réponse. On est parti sur un aspect limité. C'est en ça que le Conseil constitutionnel donne son accord pour l'instauration du pass sanitaire jusqu'au 15 novembre. Dès lors que ce dernier risque d'être prolongé, comment va se comporter le Conseil constitutionnel, cher maître ? Est-ce que vous avez déjà vu le Conseil constitutionnel venir censurer la prolongation de Vigipirate ? Non. Non. Le Conseil constitutionnel, si vous voulez, faut bien comprendre qu'en l'occurrence, il donne un blanc-seing au gouvernement et c'est tout. Dans cette affaire, on le saisira, mais les députés le saisiront. Mais je veux dire, ça paraît absolument évident que, comme d'habitude, il va botter en touche. Parce que concrètement, il a décidé, comme le Conseil d'État, regardez le Conseil d'État dans son avis sur le pass sanitaire au mois de juillet, il avait dit attention, ça ne doit pas être une incitation à la vaccination. Et attention, parce que nous, on y veille, faut que ça soit provisoire. Là, on lui a redemandé son avis, il a dit bon, d'accord, si tu veux, allez, mais vraiment pour cette fois, mais seulement. En gros, on n'a plus de contre-pouvoir, on n'a plus d'institutions, effectivement, aujourd'hui indépendantes et impartiales. C'est comme ça, mais pour une raison très simple, en fait. C'est que le Conseil d'État, c'est le problème des revolving doors. Vous avez des conseillers d'État qui sont par ailleurs issus du cabinet ministériel, les cabinets ministériels qui envoient eux-mêmes leurs acolytes ou leurs collègues au Conseil d'État. Vous avez de l'autre, au sein du Conseil constitutionnel, Thomas Fabius, qui finalement est fils de Laurent Fabius, qui gère la campagne de vaccination. Enfin, je veux dire... Ouais, c'est incroyable quand même. C'est la République de l'entre-soi. C'est incroyable. Nasser Lagi, là-dessus, je t'ai pas entendu depuis tout à l'heure. Alors, sur le pass sanitaire, effectivement, là, on en est arrivé à inciter les gens à se faire vacciner obligatoirement. Moi, il faut voir aussi... C'est pas obligatoire, mais bon, ça ressemble. Mais tout est fait pour... Voilà, donc aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans un pass sanitaire. Donc voilà. Par contre, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ça incite les gens à trafiquer des documents. Ah oui, ça c'est j'en connais. C'est une réalité, mais bien sûr. Et une bonne... Non, je dénonce pas, c'est ouf, toi. Non, mais c'est une réalité qu'il faut prendre en considération. On prend le pass sanitaire du daron, exactement, du frère. Mais comment, voilà, le gouvernement nous a amené jusqu'où ? C'est d'inciter les gens à faire du trafic pour éviter de se faire contrôler ou se faire rejeter. Après, ce qu'il faut savoir... C'est ton cas, Nasser ? Non, moi je suis vacciné. Non, mais vas-y, on s'en fout, il n'y a personne qui écoute. Je suis vacciné. Non, sincèrement, je ne l'aurais pas caché. Je dis sincèrement, je suis vacciné. Je ne suis pas concerné. Et puis Nasser, c'est son d'antenne, donc on ne risque pas de le reconnaître. Et surtout, je prends l'exemple de mon épouse. Elle a eu 2 fois le Covid en 7 mois. 2 fois le Covid. Moi, je suis vacciné. Alors, c'est pour ça que sur la question du vaccin, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Mon épouse est tombée malade, je vis avec elle, donc... Jusque-là, tout est normal. Tout est normal. Donc, mais le souci, c'est que je suis vacciné, elle ne l'est pas. Elle est tombée malade, je ne suis pas tombé malade. Oui. Alors, sur ce point, peut-être vraiment un point d'information. Nous, dans l'équipe de la radio, on a une personne qui a été voir plusieurs médecins. Aucun médecin n'ose ou n'accepte de la faire vacciner. Ça a fini justement dans l'Institut Pasteur. Et il y a une semaine, et à l'Institut Pasteur, on lui donne une attestation, c'est l'une des rares en France, comme quoi elle ne peut pas être vaccinée du fait de ce qu'elle a dans le corps, j'allais dire, comme autre complexité. Et cette personne est aujourd'hui, j'allais dire, se retrouve dans une situation invivable. Elle veut être vaccinée pour pouvoir faire comme tout le monde. Elle ne peut pas l'être. Elle a un papier avec lequel elle se déplace. Donc, quand on va arriver dans un endroit, elle passe 10 minutes à expliquer au gardien ou à la personne qui fait la sécurité qu'elle ne peut pas. Voilà la lettre de Pasteur. Donc, il y a aussi ce genre de cas dont on parle presque jamais. C'est comme les maladies rares en France. Et justement, la loi qui est faite pour tous ne prend pas en considération ces personnes, ces situations comme vous, votre épouse et cette personne qui fait partie de l'équipe de la radio. Maître. Et puis, il y a aussi un autre paramètre, si vous voulez, qu'il faut prendre en compte dans la vaccination, qui n'est pas anodine. Moi, je suis confronté à une difficulté que j'avais vu venir. C'est que moi, j'ai une grosse partie des soignants qui travaillent chez moi, dont vous savez qu'ils sont suspendus quand ils ne sont pas vaccinés, qui disent « mais je ne comprends pas pourquoi, est-ce qu'on n'a pas accès au vaccin Sinopharm
qui est un virus inactivé, et nous, on accepterait de se faire vacciner avec Sinopharm. En Serbie, ils sont vaccinés avec Sinopharm, en Hongrie, au Maroc, en Algérie. Pourquoi nous, en Chine, pourquoi nous, on ne peut pas? Et pourquoi est-ce que si je suis vacciné Sinopharm, je dois avoir une autre dose d'ARN messager? Et qu'est-ce qu'on leur répond? On leur répond tais-toi et obéis. Voilà. On va faire comme ça, il faut des arguments scientifiques. Quand effectivement on demande mais pourquoi est-ce que quand je suis vacciné Sinopharm, que j'ai les anticorps au plafond, vous me demandez de faire un Pfizer? Je vous promets que les réponses qu'on a de la Direction Générale de la Santé, mis à part c'est comme ça, et pour précaution, ça peut pas tenir si vous voulez. Si vous vouliez vraiment ouvrir la vaccination largue à main nue, il fallait effectivement tenir compte des peurs des gens sur une technologie à propos de laquelle, peu importe qu'on ait raison ou tort d'avoir peur, on a encore le droit d'avoir peur, non? Et donc à ce titre, vous ouvriez le Sinopharm donc tout ce qui est virus inactivé, et c'était réglé, vous aviez réglé votre problème. Mais non, on veut pas. Et du coup, comme vous le disiez tout à l'heure, forcément que derrière vous vous dites, mais c'est quoi, quel est l'enjeu là? Il y a du complotisme, on veut quoi? On veut nourrir Pfizer? On veut quoi là? Qu'est-ce que je comprends pas là? Pfizer qui a été condamné à plusieurs reprises, on le rappelle. Qui était un multirécidiviste, Pfizer, faut le rappeler, condamné à plusieurs reprises. Quand même, un petit peu, oui. Et puis n'oubliez pas quand même un autre élément qui vous échappe un petit peu, c'est que, excusez-moi de douter, mais vous avez quand même aux commandes de la campagne de vaccination le cabinet McKinsey qui est quand même au cœur du plus grand scandale sanitaire aux États-Unis sur les opioïdes légaux. C'est quand même sur la toxicomanie illégale. McKinsey est à l'origine quand même, avec le laboratoire Johnson & Johnson et d'autres labos, de responsables de 50 000 morts par an dues à toxicomanie illégale, au point qu'ils aient dû signer une transaction pour éviter de se retrouver en procédure. Donc, si vous voulez quand même, à un moment donné, il y a quand même des indices qui sont troublants dans cette affaire et qui quand même vous font dire qu'on prend un peu les Français pour des pigeons et que dans l'histoire, ce qui se passera, c'est que si on n'est pas prudent et que demain, finalement, on a tort de pas être prudent, on aura vacciné la population entière, des gamins compris, et si on se plante, si vous imaginez même 1% d'effets secondaires terribles à long terme, mais on va vers une hécatombe. Enfin, je veux dire, c'est du bon sens que de se dire, ouf, on respire, on calme, tranquille, on met sur le marché tout ce qu'on a, notamment les technologies qu'on connaît comme le virus inactivé, mais non, on veut pas faire ça, parce qu'on veut contraindre les gens. Ouais, mais moi, vous voyez, typiquement, je fais partie des citoyens qui se laissent pas contraindre. C'est dommage, hein. Ouais, alors c'est vrai que cette problématique elle est importante. Par exemple, si vous avez un Algérien qui vit en France, qui s'est fait vacciner avec le vaccin russe ou vaccin chinois, on n'en tient pas compte ici en France. Donc on lui demande de se vacciner ou de produire un test PCR. Ce qu'a fait l'Algérie, elle a fait la même chose. C'est-à-dire que la réciprocité en Algérie, ça marche très bien. C'est que, ok, vous ne reconnaissez pas notre vaccin, eh bien nous non plus. Si vous voulez souhaiter aller en Algérie, on s'en fout de votre passe sanitaire. Il suffit de nous produire un test PCR de moins de 36 heures. 36 heures pour l'Algérie. Sinon, vous ne montez pas à bord de l'avion. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, on est vraiment dans l'absurdistan le plus total, où effectivement vous avez des vaccins différents, certes, mais qui sont pas reconnus. Alors, il y a les bons, il y a les mauvais. La France et l'Europe a choisi que c'était Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Et elle est incapable de faire un vaccin, d'ailleurs. Oui, on attend Sanofi, d'ailleurs. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Non, ils ont abandonné, apparemment. Ah, ils ont abandonné. Mais vous savez... Oui. Maître. Vous savez que typiquement, moi je suis le bon exemple. Moi, on s'amuse à me traiter d'antivax, mon Dieu, on me traite de ce qu'on veut, je m'en fous quelque part. Mais moi, effectivement, autour de moi, j'ai quand même suffisamment de professeurs de médecine qui gravitent pour qu'un certain nombre d'entre eux, par exemple, soient allés se faire vacciner en Algérie, par exemple, ou en Serbie pour d'autres, avec le vaccin Sinopharm, parce qu'ils ont refusé le vaccin Pfizer ARN messager. Je fais partie notamment de cela. Moi, très vraisemblablement, avec beaucoup de calme, et dans les mois qui viennent, j'irai me faire vacciner parce que j'ai 47 ans, que je commence à entrer progressivement, à force d'en avoir 47, j'en ai 48, et à force d'en avoir 48, j'en ai 50, et je commence à entrer progressivement dans les populations à risque. Donc j'ai pas de problème à l'idée de me faire protéger, mais pourquoi est-ce que j'irais me faire protéger par un vaccin qui a ARN messager dont on ne connaît rien, alors que finalement vous avez d'autres pays qui ont vacciné avec des vaccins avec technologie effectivement largement éprouvée? Je comprends pas. Pourquoi? Et donc j'irai me faire vacciner, j'aurai pas de passe sanitaire, tant pis, j'aurai pas de passe sanitaire, mais moi je me fais vacciner pour aller au restaurant, je me fais vacciner parce que je considère que c'est un bien pour moi sur le plan effectivement individuel, et que à partir du moment où le Sinopharm remplit cet objectif et en plus a une limitation des risques, j'irai me faire vacciner avec le Sinopharm. Maître Divisio, il faut qu'on se parle 2 minutes parce qu'il y a un truc qui m'échappe. Vous êtes quelqu'un que j'ai découvert il y a des années, mais voilà, durant cette crise sanitaire, et vos arguments moi m'interpelle. Non, mais vos arguments, quand vous expliquez quelque chose, c'est clair. Vous incitez les gens à réfléchir. Moi, le premier. Donc voilà.
Mais pourquoi vous avez cette sale image de complotiste, d'antivax, etc. Est-ce que finalement l'erreur c'est d'avoir fricoté avec Florian Philippot, maître Non. Non, on parle franchement. Non, il a fricoté avec qui? Non, mais pourquoi? Vous savez? Non, mais on se parle franchement, maître. Allons-y. Moi, je vous donne une anecdote pour la campagne législative. Je vous donne une anecdote qui n'a rien à voir, vous allez comprendre. Un journaliste, la semaine dernière, me dit vous allez faire campagne dans le 93. Oui. Donc vous allez faire campagne sur l'islam? Non. Bah si. Ah bah non. Il dit, mais enfin, quand même, vous ne pouvez pas nier que l'islam est un problème. Non, l'islam est une religion. Il dit, oui, mais bon, le terroriste islamiste, vous ne pouvez pas nier qu'il y a un terrorisme islamiste. Donc, vous voyez les caricatures? On est dans un monde de caricatures. Moi, je suis anti-vax et anti-pass, et les musulmans sont des terroristes en puissance. Bah, c'est comme ça. Je veux dire, c'est comme ça. Mais moi, si vous voulez, comme je me fous royalement de ce qu'on pense de moi, ça facilite les choses, quelque part. Moi, vous ne trouverez difficilement, et je m'éloigne de Florian Philippot, par exemple, sur un point, et je ne cesse de le dire, et pour celui qui veut entendre, c'est que Florian Philippot, par exemple, est favorable à une réouverture totale de tout de suite. Moi, absolument pas. Absolument pas. Moi, je dis que, attention, l'épidémie est encore là, il faut y aller progressivement et faire attention. J'étais défavorable à l'idée de tout réouvrir en mai comme ça a été fait. J'aurais préféré qu'on ait des jauges sanitaires. Je suis favorable, dans certaines circonstances, au port du masque en intérieur, en extérieur, non. Je pense qu'on aurait dû mettre des FFP2 dans les transports, dans les lieux à forte densité de population. Dire, bon, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez? À un moment donné, quand vous n'avez plus d'espace pour exprimer les choses, quand vous avez des populations, moi je suis blessé profondément, si vous voulez, par ce que je vois. Encore une fois, il ne faut pas que vous perdiez de vue un point, c'est que moi j'ai que des coups à prendre dans cette histoire. Moi, le pass sanitaire, vous disiez tout à l'heure, un de vous disait, on peut rien faire sans pass sanitaire. Mais pardon de vous contredire, moi je vis très bien sans pass sanitaire. J'ai pas de pass sanitaire et je vis très bien. Parce que ma vie est ainsi faite que j'ai pas besoin de pass sanitaire. Non mais quelqu'un qui veut aller au restaurant, je vous pose une vraie question. Ah bah bien sûr, quelqu'un qui veut aller au cinéma, malheureusement on va lui demander. Quelqu'un qui veut faire du théâtre, il veut aller au théâtre, il est obligé d'avoir un pass sanitaire. Donc toute activité... Nasser, tu peux aller au théâtre, tu peux aller au cinéma, on te demande ton pass sanitaire, mais tu peux prendre le métro tranquille, tu peux prendre le TGV tranquille sans qu'on te demande. Donc c'est l'absurdistan, pardon. Le constat est là, je suis d'accord avec toi Christophe. Je veux dire, si on doit faire le constat de ce qui se passe dans notre pays, de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, il n'y a pas de problème, on fait tous le même constat. La réalité aujourd'hui, c'est que sans passe sanitaire, on ne peut rien faire, on ne peut plus rien faire. Sauf voyager en Ile-de-France, et les uns contre les autres dans le RER, alors qu'il y a plus de personnes dans le train ou dans le RER, dans le RER, que dans la salle de cinéma où il y a quand même quelques centimètres entre un siège et un autre. De facto, si vous voulez, tout est fait, enfin, on va pas se mentir, tout est fait pour que vous ne puissiez rien faire. Bon. Oui, mais... Donc ça marche quelque part. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que peut-être qu'à un moment donné, sauf exception, on peut raisonnablement se poser la question aussi de savoir si on n'est pas arrivé à la fin d'un modèle de civilisation. Et est-ce que moi, j'ai forcément besoin d'aller au resto? Est-ce que j'ai forcément besoin d'aller au théâtre? Est-ce que j'ai forcément besoin d'aller où vous voulez? Mais ça, c'est des problèmes de riches, quelque part. Parce que finalement, l'un dans l'autre... non. Si je peux me permettre, cher maître, moi, je tournerai la question autrement. Ça y est, ils se sentent visés, c'est pour ça. Non, c'est pas question de riche, cher Christophe. Mais moi, la question que je me pose, j'ai envie d'aller au restaurant, mais est-ce que pour aller au restaurant, je dois donc passer par le pass sanitaire, alors que mon choix personnel et constitutionnel est contre ce principe-là? Donc moi, à la limite... Vous avez forcément raison. Voilà, donc à la limite, c'est pas comme on est dans l'apartheid quelque part, excusez-moi, l'expression est trop forte. Non, mais c'est pour ça que j'ai l'expression. Non, mais vous inquiétez pas. Mettez-nous les restos avec passe, les restos sans passe, et laissez les gens assumer. Et vous allez voir que peut-être à certains moments vous allez avoir des restos sans passe beaucoup plus remplis que des restos avec passe, parce que les gens aiment choisir dans ce pays qui s'appelle la France. Et venir aujourd'hui avec un gourdin et un bâton au début de la manif pour leur dire voilà, vous avez le droit de manifester, mais dès que vous dépassez la petite ligne qui n'est même pas invisible, on vous tape dessus, les gens n'aiment pas. Oui, mais vous savez, moi depuis le départ, je m'inscris en faux contre un point. Florian Philippot, par exemple, d'ailleurs qui est un petit peu fâché en ce moment parce que je vais plus aux manifs, donc voilà, mais moi j'avais dit que je partirais, donc je suis parti. Et le fait est que, si vous voulez, il y avait un élément, il disait, mais tout le monde, il y avait toute une catégorie de gens qui disaient, mais regardez, les terrasses sont vides, les gens se sont... Mais non, mais pas du tout, c'est pas vrai. Le pass sanitaire, il s'est installé, là où les députés ont raison pour certains, c'est que le pass sanitaire, il va s'installer dans les mœurs, mais bien sûr. Mais parce que finalement, l'entre-soi, ça marche toujours. Quand on dit que l'autre est un danger potentiel, on veut pas se mélanger à l'autre. Et donc, on veut pas que l'autre fasse partie, finalement, de notre clan. On veut être entre nous, on veut être sûr
que l'autre ne constitue pas un danger. Et c'est comme ça qu'on passe d'une société qui se protège de la menace à une société qui se protège du risque. Regardez, on est passé de l'urgence sanitaire à la vigilance sanitaire. Et est-ce que ça a changé quelque chose sur le plan des restrictions des libertés ? Ben non, ça ne change rien. Je pose une question. Parce qu'on n'aime rien de plus que les semblables. Oui, On aime être entre nous. L'autre, la France black blanc beurre, elle a vécu, hein. Je veux dire, l'autre qui effectivement est une richesse, ça a vécu quand même. Hein. Non, on ne veut pas prendre le risque de l'autre. Et si on ne veut pas prendre le risque de l'autre, on est en train d'induire un comportement dans lequel progressivement, on va commencer à se dire, mais pourquoi je me ferais contaminer par l'autre ? Moi, ce que je veux, c'est une garantie que l'autre ne me contaminera pas. Et ça va être valable pour absolument toutes les sphères de la société. Je ne veux pas prendre le risque de l'immigration, je ne veux pas prendre le risque de la maladie, je ne veux pas prendre le risque, tous les risques que vous voulez. Il faut brider les voitures, il faut faire plein de choses. La liberté individuelle, la responsabilité individuelle, eh ben, elle est reléguée au rang, effectivement, de nostalgie. Rien d'autre. Alors, le pass sanitaire que nous évoquons, maître Tarek Mami, Nasser Lajili et Philippe Bouriaki, le pass sanitaire si convoité et si, voilà, on vante les qualités, le mérite de ce pass sanitaire. Combien de pays l'utilisent, ce pass sanitaire, aujourd'hui dans le monde ? Très peu. Très peu. Donc si c'était aussi efficace qu'on le dit... tu changes de ton. Hein. Non, mais si c'était aussi efficace qu'on le dit, je pense qu'il y a quand même... Il n'y a pas que des abrutis sur cette terre. Ah ben vous savez très bien, cher Christophe, que nous, en France, on est toujours à la pointe de tout, même si on est tout seul. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, maître. Il n'y a pas beaucoup de pays qui utilisent le pass sanitaire. Non, il y en a très peu et... Il y en a très peu, et si vous voulez, moi, ce qui me choque beaucoup, indépendamment du pass sanitaire, ce qui me blesse profondément, si vous voulez, mais vraiment profondément, c'est quand j'entends certains discours qui disent, bon, maintenant, ça suffit, on siffle à la création, les non-vaccinés doivent assumer leurs responsabilités. Enfin, je veux dire, cette espèce d'opprobre jetée sur des gens qui ont peur et qui doutent, je veux dire, alors qu'on leur refuse, je le disais tout à l'heure, le vaccin virus inactivé qui réglerait 80% des problèmes, bah, je trouve ça blessant. Et on ne dirige pas. Pardon, mais on ne dirige pas un pays par la peur et par l'anathème. Ah si, justement. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas justement, maître, justement, quel que soit l'autre. Justement, si on veut bien diriger un pays, il faut lui faire bien peur, comme ça il est bien docile. Mais c'est exactement ça, parce que quand on regarde... Il est conseiller régional, le mec. Hein. Non, mais il faut voir faut voir les conséquences de ce qui se passe avec le pass sanitaire aussi. Quand on sait que la majorité des restaurants aujourd'hui ont été les premières victimes de cette crise, on est bien d'accord. Donc ils ont été fermés, ils ont été réouverts avec des restrictions, etc. Là, aujourd'hui, la majorité de ces restaurants ne peuvent plus prendre de gens sur place s'ils n'ont pas de passe sanitaire. Les restaurants sont pleins. Non, mais attends, Christophe. Il y en a plein qui ont accepté de mettre des personnes... ils ont accepté des personnes qui sont sans passe sanitaire et qui ont aujourd'hui des fermetures administratives. Il faut voir les conséquences de ce qui se passe aussi avec les passes sanitaires. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, mais la majorité moi, j'ai une bonne partie de gens à Gennevilliers et à Asnières se sont retrouvés avec des fermetures administratives pendant 2 mois, pas de travail et une amende colossale. Et on veut encore aller plus loin, j'en parlais tout à l'heure en antenne, c'est une proposition d'un député de La République En Marche qui propose à ce que chaque employeur, donc vous, Tarek Mami, par exemple, si vous avez envie de me licencier, eh bien, vous pourrez obliger le pass sanitaire. Bon, tant pis pour vous. Je ne vais pas vous licencier, sinon vous avez un avocat de l'autre côté de la barrière. Pour vous, j'ai le pass sanitaire, donc ça ne marchera pas. Vous allez prendre l'avocat tout de suite en face. Voilà. Attendant qu'on soit en tête à tête sans avocat, et je vous réglerai votre compte. Oula, c'est de la menace maintenant. Attention, maître, vous êtes témoin. Mais c'est pas de la menace, il te fait une promesse. Non, mais voyez jusqu'où on va, c'est-à-dire qu'on est prêt maintenant à... Bon, ça passera pas, à mon avis. Ça passera pas. Il y a combien de personnes dans la rue chaque week-end? Il y a combien de personnes? Plus ça va, moins il y a de gens. Les gens, ils sont prêts à tout accepter. C'est bon. Non, alors, ce que dit Philippe, c'est pas faux, maître Divisio, parce qu'aujourd'hui, on a tous les ingrédients pour que, je veux dire, le français descende dans la rue chaque week-end. Et plus que jamais, vous avez ce pass sanitaire, vous avez les augmentations incroyables du carburant qui bat des records historiques, les prix, également augmentation des prix de l'énergie. Tout est réuni pour que le français descendre dans les rues. Et pourtant, que nenni. Non, mais attends. Bah quoi, attends. Attends, Christophe. C'est normal quoi? C'est normal. Non, j'ai pas dit que c'est normal. Non, c'est Maître Divisio qui dit que c'est normal. Moi, je dis tout simplement, faut voir les conséquences de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Soyons sérieux. Moi, le premier, j'y allais chaque week-end. J'y vais plus aujourd'hui. J'y vais plus quand je vois les conséquences de ce qui s'est passé. Donc ça a marché. Pendant les Gilets jaunes. Oui, mais c'est même pas une question que ça a marché. C'est que les gens ont peur. Quand on parlait de peur tout à l'heure, ce qu'il disait Philippe, c'est vrai, c'est une réalité. Les gens ne veulent pas dans un pays démocratique. On ne devrait pas avoir peur normalement. À géométrie on est en démocrature.
Démocratie à géométrie variable. Maître Divisio, là-dessus, sur ma petite réflexion là, du moment. Moi, ce que je crois, si vous voulez, c'est que il y a deux problèmes. C'est que les Français ont vécu quand même un an d'enfermement. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a quand même un traumatisme jamais égalé dans l'histoire récente. Ça, c'est complètement où vous avez tous les ingrédients pour une révolte sociale, mais finalement, tout le monde se soumet. Absolument. Regardez les syndicats. Est-ce que les syndicats, finalement, viennent taper du poing sur la table? Non. Regardez, effectivement, les soignants. Est-ce qu'ils se sont rebellés? Non. Mais parce qu'à un moment donné, vous êtes passé dans la ce que Gustave Thibon appelle... On est passé dans la ferme aux animaux de M. Orwell. C'est en fait, je crois surtout qu'en fait, on est dans un monde dans lequel c'est la démocratie en Amérique de Tocqueville. C'est cette fameuse phrase de Tocqueville, cette fameuse culture de Tocqueville qui se posait la question de savoir si la démocratie pouvait induire en elle-même une tyrannie qu'il appelait douce. Et finalement, c'est ce qui se passe. Nous avons une tyrannie douce. Nos concitoyens cherchent une espèce de protection, entre guillemets, par l'État. Et psychologiquement, quand ils ont l'impression que cette protection par l'État existe, ils sont prêts à délaisser donc une partie de la liberté. D'ailleurs, comme on l'écrit dans la philosophie du XVIIIe siècle, c'est quoi l'État? C'est que chacun de nous se laisse de posséder d'une partie de sa liberté au profit officiellement de tous. Sauf que le tous, ça devient un, et qu'aujourd'hui, on paye le fruit de un. Bon, restez avec nous dans un instant, on va changer un peu de sujet. Les auditeurs et auditrices qui peuvent évidemment intervenir et qui ont certainement beaucoup de questions à poser, profitez de la présence de Maître Divisio, 01 40 33 9000. On va parler d'un autre sujet, et c'est un sujet qui fait débat aussi. C'est le retour des enfants djihadistes de Syrie. Alors il serait entre 180 et 190. Et vous avez des célébrités qui se sont mobilisées, à l'image par exemple de Bruno Solo, de Carole Bouquet, de Philippe Torreton, qui ont proposé en fait, qui se mobilisent et qui disent voilà, on va aller prendre comme filleuls ces enfants pour inciter la France à rapatrier ces enfants. Parce que la France, pour l'instant, est assez timide, pour le coup, de ce rapatriement généralisé. Elle préfère, elle, le cas par cas. Quand il s'agit d'enfants, je pense que voilà, il n'y a pas de réflexion à se faire. Ça, c'est à mon petit niveau. On verra ce qu'il en est de votre côté. On en reparle dans un instant. Favorable ou pas au rapatriement de tous les enfants de djihadistes qui, pour certains d'ailleurs, ont connu que la guerre, la violence, et qui d'ailleurs, pour certains et pour beaucoup, ont des conséquences de ces justement années de guerre. On en reparle dans un instant, ne bougez pas sur France Maghreb 2, c'est le LGF avec Philippe Bouriaki, avec Nasser Lajili, Tarek Mami et Maître Fabrice Divisio qui est avec nous. Le LGF sur France Maghreb 2, émission de référence tous les jours 16h-18h avec Philippe Bouriaki, qui est très sage aujourd'hui d'ailleurs. Ah, je suis un peu fatigué. Ouais, c'est bizarre. Là, je suis en train de lire l'organigramme et j'ai pas vu mon nom. Donc... Ouais, c'est ça. Ouais. Nasser Lajili qui est avec nous aussi. Oui, non plus, il est pas sur l'organigramme. Et Maître Fabrice Divisio. Et nous avons une auditrice qui, en entendant Maître Divisio, a souhaité appeler pour lui parler. Donc, Nadia. Bonjour Nadia. Salam alaikum tout le monde, ça va? Bonjour Nadia. Oui, quel bonheur aujourd'hui, mais quelle brochette, mon Dieu. Ouais, vous avez vu un peu? C'est moi, Nadia de Saint-Etienne, Christophe, je crois que tu m'as pas reconnu. Bien sûr qu'on vous a reconnu, bien sûr que oui. Et mon Philippe, où il est fatigué, mon Philippe? Oh là là, qu'il est fatigué. On va être honnête. On est honnête, Chris? Bah, toujours. Non, je suis pas fatigué, je suis juste assommé et un peu déçu. J'ai les pieds qui sont revenus sur terre. Bah, on va dire la vérité. J'étais très proche de quelqu'un, il y a eu des mariages, on a oublié les premiers amours et donc je suis visiblement sur le côté, mais je crois que c'est un oubli. Ça va rentrer très vite. Tu pourras parler avec Maître Divisio, il a l'habitude, ça, il s'est fait lâcher par beaucoup. Mais il y avait juste un accord moral qui n'a même pas été dit, quoi, tu vois. Mais... Oui, mais les paroles s'envolent, les écrits restent. Non, mais il n'y a pas eu de parole. Non, il n'y a pas eu de parole. Moi, je peux pas reprocher à quelqu'un. Ouais, moi, je suis complètement honnête, mais je sais pas, quand il y a personne qui croit en toi et que tu avances dans le désert et que t'as 3 disciples et que d'un seul coup tu te retournes, t'en as 400 000 et ces 3 disciples tu les connais plus. Voilà, ça fait toujours mal. J'ai des gens qui m'ont appelé tout à l'heure qui étaient en pleurs, qui étaient déçus. Ils m'ont dit t'es loyal mais infidèle. Ah, non, je ne suis pas fidèle. Je ne crois pas. Non, mais je crois pas en la fidélité. Ah oui. Oui. Parce Quoi? Alors, je ne crois pas au principe de la fidélité, parce que je pense que tu peux tomber amoureux de quelqu'un d'autre ou de plusieurs autres personnes, et donc forcément la fidélité ça devient compliqué. C'est un gros malade.
Non, je suis pas un malade. C'est Si, toi, t'es t'es un dans malade. une norme bien définie et tu me demandes d'obéir à ta norme. Moi, ça m'intéresse pas ta norme. Elle est même chiante, moi. Je t'invite à devenir raélien. Tu vas t'éclater, tu vas rigoler un petit peu. Non, ce que je veux dire par là, c'est que la loyauté, la fidélité, je n'y crois pas en la fidélité. Je te dis, c'est comme le mec qui me dit, je suis fidèle à mon boulot, mais dans 10 ans, tu devras faire autre chose et c'est normal. On voit autre chose, on s'en lasse, il y a une routine, il y a machin, il y a plus de flamme. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose. Je vais t'envoyer Maître Divisio, tu vas voir. Tu vas comprendre vite fait. Maître Divisio, vous entendez, c'est un scandale ce qu'il dit. Moi, je suis pas d'accord. Je veux dire, le bonheur, il naît de la fidélité. Ah, voilà. Non, la loyauté. Voilà. La loyauté à ses principes, à ses valeurs, à la parole donnée, mais la fidélité, Chien est loyal. Je suis fidèle à ma femme. Oui, ben, Voilà. on est fidèle, mais demain, Pense qui t'a mis dans la tronche, là. Non, mais attends, pourquoi c'est un messie qui m'a mis dans la tronche. Bien sûr. Ah, il Bien sûr. joue au PSG. Non, ce que je veux dire, c'est que demain, tu peux tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Tu peux avoir... Non, c'est autre chose. Là, vous confondez effectivement deux notions. Vous confondez un sentiment et un acte. La fidélité, c'est un acte. Non, mais tomber amoureux de quelqu'un d'autre et... j'ai pas fini. On tombe amoureux de quelqu'un d'autre et puis boum, on glisse et il y a un nouvel acte qui se passe. Donc ça, et la fidélité, elle est... non, je suis pas d'accord. La fidélité, pardon, mais en philosophie morale, la fidélité, effectivement, elle résulte d'un choix et d'un acte de la volonté. Je suis fidèle parce que c'est un acte de la volonté. Je suis un animal rationnel et raisonnable et donc je n'obéis pas à mes pulsions. Je rencontre quelqu'un d'autre. Exactement. J'en suis follement amoureux, c'est une chose. Mais effectivement, tomber amoureux ne correspond pas à un acte de la volonté. Vous pouvez ne plus être amoureux de la personne avec qui vous êtes et aimer quelqu'un d'autre. Ça existe ça ou pas? C'est vrai. Et il y a une période de transition. Et des fois, il y a une période de transition, tu sais, quand tu fais un c'est pas le CDD, il y a une débat, période on s'en fout. d'essai. On n'est pas chez Brigitte Lahaye ici. Hein. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Tu parles pas de Brigitte comme ça, parce que moi, elle a fait toute mon éducation, moi, Brigitte. Ah ouais? On voit ce que ça donne, hein. Super, le libertinage avec Philippe Boyacki. Oui, mais attends, mais c'est quoi qui est immoral dans le libertinage? On en reparlera à un autre moment si tu veux. Sérieusement, pas de je suis hey. avec des communautaristes. Nadia, imposez-vous. Quelle est votre question? Je m'impose que ça parle à plusieurs choses. Que je suis contente qu'il y ait Maître Divisio, puis je me suis régalée hier. À cause de lui, j'ai regardé Hanouna encore. À cause de lui. Ah, c'était excellent. Mais le professeur Raoult, oh là là, quelle excellence. Bon, sinon, moi, je voulais demander à Maître Divisio, je pense qu'il peut répondre. Mais même vous, d'ailleurs, les chroniqueurs, là. Quand on parle de la date de ce pass sanitaire, de la prolongation, vous voyez ce que je veux dire? Oui. À l'été prochain. Mais il me semble-t-il qu'il y a des élections avant. Oui. Alors, que se passe-t-il au niveau loi, au niveau légal, sérieux, parce que bon, moi je suis pas une politicienne chevronnée, hein. Que se passe-t-il si le président change là? Rien. Rien. Comment ça, rien? Elle rentre dans le cadre. Mais il peut pas enlever cette loi. Pourquoi juillet? Parce qu'en fait, vous savez que les élections auront lieu en mai, je crois. En avril. Deuxième tour en avril. 10 et 24 avril. Le temps que la nouvelle assemblée s'installe, que la législature effectivement commence, vous allez arriver finalement à juin, très vite. Et donc finalement, le temps que la loi, admettons que la loi soit défaite, et effectivement, elle sera défaite en juin à effet immédiat le cas échéant. Mais elle part, cher maître, jusqu'au 22 juillet. Et le calcul qui a été fait, c'est que après donc l'élection présidentielle et l'élection législative au mois de juillet, en juin, et donc que début juillet, il y a le nouveau Parlement qui s'installe et il aura au moins une petite semaine avant le 22 juillet pour décider de la suite. Oui, c'est ça. Mais alors, une vraie question là-dessus, Nadia, merci de la question, mais une vraie question. Pour les bureaux de vote, est-ce qu'on va demander le pass sanitaire? En Allemagne, ils commencent à y penser. Alors là... Est-ce qu'ils l'ont demandé pour les régionales? Non. Ils l'ont pas demandé, mais ça a failli. Ça changera pas. Non, c'était pas le pass sanitaire pour les régionales. Non, il t'a dit non, mais ça a failli. Voilà. Pour le coup, je m'étais quand même pas mal penché sur la question. Merkel voulait effectivement absolument instaurer un pass sanitaire pour les régionales, effectivement, allemandes, je veux dire. Et ça s'est pas fait finalement parce que quand même c'était allé un peu trop vite et un peu trop loin et que l'épidémie n'avait pas vraiment repris, mais c'était dans les tuyaux en tout cas. Non, mais comment ça va se passer? Parce que imaginez quand même qu'il y a des personnes qui sont pas vaccinées, donc alors soit on va devoir faire un test PCR pour aller voter, test. Et vous trouvez pas ça curieux qu'on vienne débattre du vote par correspondance au même moment qu'on vienne instaurer un pass sanitaire? Le vote, oui, effectivement. Il paraît que d'ailleurs que les contrats sont presque signés ou sont signés d'ailleurs pour le vote par correspondance. Hein. Donc ça. Regardez. Il faut bien que vous compreniez un truc. Hein. Moi, je trouve que déjà, structurellement, on a un problème. C'est qu'on est dans une république en marche. Mais en marche vers quoi? Finalement, personne ne le sait.
C'est-à-dire que concrètement, il faut quand même être raisonnable. Aujourd'hui, on est en marche. On est pleinement en marche. Sauf que personne n'est capable de vous dire jusqu'où on marche. Mais ça, il fallait le voir au moment où on a voté. Hein. Oui, c'est vrai. On marche. Monsieur Maville, on est en marche jusqu'où là? On est en marche en avant, mais c'était pour éviter le pléonasme que le président Macron n'a pas rajouté marche en avant. Parce que sinon, on voulait le tourner en dérision. Non, pour être plus sérieux. J'allais dire, ce qui est sûr, c'est que nous marchons, mais personne ne sait où on va aller. Et en fait, le président Macron, aujourd'hui, va avoir une obsession comme tous les sortants, comme disait Georges Marchais, pour se faire réélire. Je suis obligé de vous arrêter, monsieur Mamie, c'est pas vrai. Il y a une exception qui confirme la règle. Flamby, il a fait de l'huile. Il s'est fait. Non, mais lui, il ne s'est pas présenté, mais je parle. La règle, c'est qu'il va se présenter en espérant se faire réélire pour pouvoir. Peut-être pour répondre à notre invité, peut-être pour comprendre une fois qu'il est réélu où est-ce qu'il va aller, mais pour le moment il ne sait pas où il va. Tiens, je vais en profiter pour envoyer un message à Emmanuel Macron. Je suis libre. J'ai rien à faire les 4 prochains mois. Vous avez vu un peu comment ça fonctionne? Je collabore. À tous les assiettes. C'est pour ça que les gens ne croient plus en la politique. Oui, ils ont raison de. C'est à cause des gens comme toi. Surtout comme moi. T'as raison. Monsieur le maire, le mois prochain, vous allez donner la moitié des indemnités ou pas? Toujours, jusqu'à la fin de mon mandat. J'explique à Maître Devisio qui ne sait peut-être pas. Philippe Brouillaki est conseiller régional d'Île-de-France et il a pris l'engagement. Lorsqu'il a été élu, même avant d'être élu, de reverser la moitié de ses indemnités à des associations chaque mois. Ça, c'est une bonne chose, cher maître. Est-ce que vous êtes prêt, vous, en tant que futur député, à faire la même chose, maître? Moi, j'ai dit, en tant que député, que je renoncerais à ma rémunération de député. J'ai pas besoin de cet argent. Donc, je vais pas prendre de l'argent à l'État et à la collectivité alors que j'en ai pas besoin. En fait, pouvez pas renoncer. J'ai un niveau de revenu. Si vous voulez, ça m'aimerait très bien d'avoir. Quelque part, je gagnerais moins que ce que je gagne actuellement. Donc, sauf que vous pouvez pas renoncer légalement. Il a le droit de la prendre pour la redistribuer. Oui, mais sinon vous pouvez pas y renoncer. D'ailleurs, regardez, pour la petite histoire, reversée, je le fais déjà. Vous savez qu'effectivement, en l'occurrence, on a une association, j'ai même mes revenus personnels. Là, je trouve que c'est inadmissible, cette sorte de test PCR payant. Moi, je viens d'alimenter 24 000 euros. Je viens de donner 24 000 euros dans une caisse de solidarité qu'on a créée, qui va permettre aux gens de continuer à aller voir leurs parents en EHPAD, qui ne sont pas vaccinés, de continuer à finalement à aller travailler pour ceux qui en ont besoin. C'est comme pour le concert d'Ayam hier soir, qui a payé le prix des passes de PCR pour les gens qui arrivaient pour regarder le spectacle. Ayam, le groupe marseillais, oui, absolument. Nadia Oui, je suis toujours là. Oui, alors Nadia, terminez, allez-y. Oui, et la deuxième question au niveau sanitaire, c'était... alors, je suppose que vous en avez entendu parler, même si vous avez passé une chronique avec encore. Vous savez qu'il y a beaucoup de médecins généralistes qui proposent de mélanger le vaccin de la grippe avec celui du Covid. Ah bon? Tant qu'à faire. Bah oui, pourquoi pas. C'est du couscous poisson et viande. J'ai même fait la proposition par la sécu et tout. Non, je suis très sérieuse. Alors, je voulais demander à Maître Division, qu'est-ce qui n'engage pas la responsabilité sur le vaccin du Covid, puisqu'ils veulent, ils veulent pas céder à ce niveau-là, ils savent très bien pourquoi d'ailleurs. Est-ce que la responsabilité des médecins et de l'État est engagée sur le vaccin de la grippe, maître? Absolument. Les médecins qui font... Mais si vous voulez, comme quoi on a perdu la raison, faire ça aujourd'hui, mais pardon de vous dire qu'on n'est pas assez après. La 3e dose, si quelqu'un m'explique effectivement sur quoi elle repose, j'attends de voir quand même, parce qu'il n'y a pas une étude clinique sur la 3e dose. Il n'y a pas un essai clinique sur la 3e dose, au passage. Il est loin le temps où on exigeait du double aveugle, machin, pour la chloroquine, terminé ce temps-là. Faites gaffe, les aveugles. On en a 2 dans le studio. Il y a 2 aveugles ici, faites gaffe, maître, à ce que vous dites. C'est ça. Mais ensuite, effectivement, incontestablement, si vous voulez, sur le vaccin contre la grippe, c'est comme tout. Pourquoi est-ce que vous vaccinez? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous vaccinez une dose des gens qui ont eu le Covid et qui ont donc une immunité naturelle? On ne sait pas. On le fait parce qu'il faut le faire, parce que c'est comme ça, parce qu'il faut bien faire quelque chose. Donc on n'est plus à ça près. Ça s'appelle des apprentis sorciers. Mais alors je vais vous dire, j'espère qu'ils vont pas se louper, les généralistes, parce que les mecs qui font ça et jamais il y a des problèmes, ça se joue toujours au moment où la crise est passée. Les comptes, ça se règle toujours au moment où les crises sont passées. Donc à échéance 3, 4, 5 ans, ça risque de faire mal s'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe avec Michel Simès là? Vous êtes en guerre ou quoi, maître?
Qui ça? Michel Simès. Le docteur Michel Simès. La réponse est dans la question. La Exactement. question est dans la réponse. Bon, bah merci Nadia en tout cas. À très vite, madame Nadia. Voilà. Alors, je voulais qu'on parle d'un autre sujet. On va laisser un peu le pass sanitaire et tout ce qui s'ensuit, évidemment, pour parler de ces enfants qui seraient entre 180 et 190 bloqués en Syrie. Les 2 tiers d'entre eux sont âgés de moins de 7 ans. Je parle bien d'enfants de moins de 7 ans. Et les plus jeunes, d'ailleurs, n'ont connu que la vie en captivité ou dans des camps, évidemment, extrêmement dangereux dans le nord de la Syrie. La France qui refuse à ce stade le rapatriement général, le rapatriement généralisé. Le monde artistique donc, se mobilise et ils ont accepté donc de devenir leur parrain ou leur marraine afin de faire pression, de demander, d'exiger le rapatriement de ces enfants de Syrie qui sont confrontés effectivement à une situation assez alarmante. Alors ces artistes, vous les connaissez peut-être pour quelques-uns d'entre eux. Il y a Carole Bouquet, Philippe Torreton, Bruno Solo. Voilà, ils sont une cinquantaine d'artistes effectivement à se mobiliser, à demander à ce que les enfants puissent revenir en France. Alors écoutez justement un petit montage de ces quelques personnalités et qui exposent leurs arguments. Écoutez. Pour les laisser là-bas, on est là pour les faire revenir. Une personnalité, un artiste, un parrain, une marraine a un filleul, une filleule, et saisit les autorités en disant « c'est mon filleul, c'est ma filleule, je veux qu'il rentre ». Il y a les enfants qui sont arrivés en janvier 2017, c'est la 5e année bientôt. Pour certains d'entre eux, c'est le 4e hiver. Ces enfants ont passé les 3/4, les 4/5 de leur vie dans un camp. Et ça, c'est pas l'histoire de Daesh, c'est l'histoire de la France qui refuse de les ramener. Mais ce ne sont pas des fantômes, ce sont des enfants qui sont réels, ils ont une vie, ils ont un visage. Moi j'ai entendu des voix, on m'a envoyé des petits audios aussi. Ils ont des petites voix, ils ont des rires d'enfants. Et puis on n'abandonnera pas, on ne les abandonnera pas. Je peux imaginer sur le plan psychique dans quel état de délabrement ils sont et quel sentiment d'abandon ils peuvent vivre à l'intérieur d'eux-mêmes. J'ai vu des photos de blessures que ces enfants avaient, des trous dans la mâchoire, des blessures pas soignées sur les bras, des choses absolument terribles qui pourraient être soignées extrêmement bien, extrêmement rapidement chez nous, mais qui là-bas, évidemment, ne font que s'empirer. Alors, voilà un petit peu ce que disent donc ces artistes, leurs arguments évoqués. Nasser Lajili, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es favorable au rapatriement de ces enfants? Mais bien évidemment. Il ne faut surtout pas mélanger les choses. Faut-il rappeler... Alors, c'est là qu'on constate que la France, elle a perdu ses valeurs. Quand je dis qu'elle perd ses valeurs, c'est dans le sens où on est soi-disant le pays des droits de l'homme, alors qu'on parle d'enfants de 7 ans. On ne parle pas de djihadistes, là, on parle d'enfants de 7 ans qui sont innocents de ce qu'ils ont pu vivre, qui ont été victimes. Et donc, comment aujourd'hui on peut encore hésiter à savoir si on doit les rapatrier ou non? Mais où on vit? Mais que va devenir la France? Sincèrement, quand je constate le comportement et la manière dont la France est en train de gérer son pays et la politique qu'on est en train de mener dans ce pays, sincèrement, je ne retrouve plus. Qui te dit non, on ne veut pas rapatrier, ils ont choisi. Alors les enfants ne sont pas responsables des actes de leurs parents. C'est ce que je viens de dire, donc ils sont innocents de tout ce qui se passe. Pour les femmes, voilà, la question se pose vraiment. Pour les enfants, la question ne devrait même pas se poser, Maître Division, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est que quand vous ne posez pas de questions, vous n'aurez pas les bonnes réponses. Si vous dites qu'on ne se pose pas les questions, déjà ça pose un problème. Parce que si on ne se pose pas les questions, alors on n'est pas prêt d'apporter des réponses. Et la qualité de la réponse, elle est directement liée à la qualité de la question. Donc déjà, oui, il faut se poser la question. Donc vous êtes en train de dire que ma question, c'est une question de merde, c'est ça? Non, je suis en train de vous dire que quand on dit qu'il ne faut pas se poser de questions, moi je suis très inquiet parce que précisément je suis l'homme de la question. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il s'agit des enfants qui n'ont rien demandé, maître. Ils sont nés là-bas pour la plupart d'entre eux, ils ont connu que la captivité, etc. Ils sont français, je veux dire, voilà. J'évite de faire du pathos sur de la politique publique. La politique publique et le pathos, ça donne ensuite le Covid. Voilà. Ça donne, on enferme des gens sans savoir pourquoi on les enferme, mais on les enferme. Donc il faut faire attention parce que la raison est quelque chose qui effectivement doit être absolument et toujours convoqué dans ce type, et la vertu doit être convoquée dans ce type de raisonnement. Moi, ma réflexion est la suivante. Premier élément, j'entends ces artistes, mon Dieu, plein de générosité, dire nous sommes leurs parrains et leurs marraines. Oui. Ça veut dire concrètement, quand ces enfants arriveront en France, qui les prend en charge? C'est une question intéressante.
Ça veut dire quoi être parrain et marraine? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, ces artistes vont donc accueillir chez eux ces enfants, leur faire prodiguer les soins qu'ils réclament et venir effectivement les scolariser dans le système français, les intégrer dans le système national, s'assurer qu'ils ne sont donc pas inondés d'une politique, effectivement, d'un endoctrinement terroriste, que tout ça, on est d'accord. C'est ce qu'ils vont faire. On parle de gamins de moins de 7 ans, maître Divisio. On parle pas de gamins de 14 ans, là. On parle d'enfants de moins de 7 ans. Alors, je vais y venir. C'est le deuxième point. Mais le premier point, il est d'abord celui-là. Ces artistes qui s'engagent, la question que je me pose, c'est à quoi s'engagent-ils? Mais ces parrains et marraines morales, maître, c'est les grands-parents ou la famille de ces enfants, l'oncle, les tantes qui vont les récupérer. Moi, je sais pas. Mais, voilà. Moi, j'ai affaire à des gens qui viennent sur la place publique pour dire je suis un parrain ou une marraine. C'est normal que je m'interroge sur qu'est-ce que ça veut dire. Alors voilà, et donc je vous ai répondu, c'est être parrain ou marin. Ben, c'est comme vous ou moi. Si on donne 30 balles au Cambodge pour être le parrain d'un enfant, on n'est pas le parrain de cet enfant, parce que c'est un acte officiel, être parrain. Moi, je donne pas, si vous voulez bien, moi je donne pas 30 balles à un gamin du Cambodge pour être son parrain. Moi, je suis le parrain de mon filleul, et en tant que parrain de mon filleul, j'ai une autre responsabilité que celle de lui donner 30 balles. Non, mais elle est morale, là. On parle de parrain d'humanisme, maître. On parle d'enfant, s'il vous plaît. Êtes-vous pour ou contre? C'est une question qui est simple. Êtes-vous pour ou contre le rapatriement de ces enfants? Je vais vous faire la même réponse que Raoult sur le vaccin. Dire qu'on est pour ou contre le vaccin, c'est... bah ça y est, vous êtes en plein dans la politique, mon cher confrère. Mais je suis pas dans la politique. Mais la politique, c'est l'art du discernement, c'est l'art de la médiété. C'est saint Thomas d'Aquin, pardon. Donc, ok. Est-ce que ces enfants, maître, est-ce que ces enfants sont français, oui ou non? Mais peu importe qu'ils soient... parlons sérieusement. Sont-ils des Français, oui ou non? Si leurs parents ils sont français. Et ça ne change rien au fait. Il y a Gilles Verdès et Castaldi sur votre dos là, direct. Non, c'est pas ça. Attendez, laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Mais il répond pas. Bah si, il répond. Il est en train de te dire que peu importe. Maître, allez-y. Où on a un débat, où on a une discussion de comptoir avec un... Passons pour la discussion de comptoir. Allez, maître, partons sur la discussion. Non, mais partons sur un débat, allez. Mais non, il n'y a pas de débat, il répond pas. Tu vois bien, il est en train de s'enliser dans un truc qui ne veut rien dire et à un moment donné, t'es complètement perdu. C'est dommage, vous connaissez peu courageux, maître. En fait, non, le courage, c'est précisément, effectivement, on ne répond pas à des situations complexes par des réponses simples. Vous, ce que vous faites là, c'est de la politique politicienne. Voilà, c'est ça, exactement. Moi, ce que je fais, c'est que j'évite effectivement de venir me laisser dominer par mes passions. Ouais. J'évite de venir apporter des réponses simples à des problèmes complexes. Car, et c'est là où je voulais en arriver, vous me dites, mais ces enfants, ils ont moins de 7 ans. Je comprends bien. Et effectivement, votre raisonnement pourrait être de dire, mais enfin, des enfants de moins de 7 ans, fort naturellement, ne représentent aucun danger pour les institutions, ça va de soi. Et on pourrait être d'accord sans peine. Simplement, j'ai une question qui m'intéresse. Vous la fixez à quel âge, la limite? À partir de quand un enfant devient un danger? À partir de quand un enfant endoctriné devient un danger? À partir de quel âge? Ça m'intéresse votre réponse. À partir du moment, maître, je vais vous répondre, maître. Si je peux me permettre, avec le peu d'expérience que j'ai. Maître, un enfant qui vit dans un environnement malsain, il ne connaît que ça, et pour lui, la norme, c'est l'environnement malsain. Un enfant qui vit dans un environnement plein d'amour, de fraternité, d'humanisme... Non, mais ouais, bah réponds. Il n'y a pas d'âge, qu'est-ce que tu racontes? Réponds de quoi? Voilà. Mais non, mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Un enfant de 20 ans qui a vécu dans la haine, si vous lui donnez 30 ans supplémentaires à vivre dans l'amour, croyez-moi, sa vision va changer. Mais on fait quoi? Cher monsieur, excusez-moi, mais pardonnez-moi, mais ce que vous êtes un naïf. Voilà. Bon, je vais te taper. Non, j'étais un naïf. Vous voyez bien qu'en réalité, votre propos n'a aucune forme de construction et qu'au fond, vous êtes uniquement dans une espèce de ressenti. Pauvre petit mignon enfant qui ne représente aucun danger. Bah ouais. Moi je vous confirme, il ne représente aucun danger. Jusqu'à 12 ans, 13 ans, il ne représente aucun danger. Donc toi, tout à l'heure, tu dis qu'il n'y avait pas d'âge, maintenant tu dis des âges. Mais non, mais Bah non, mais tu nous dis jusqu'à 12-13 ans. Non, mais genre, vas-y, on va jusqu'au bout du raisonnement. Non, mais attends. Ça continue. Après, ça évolue. Tu sais, hier, regarde, je vais te donner un exemple très simple. J'ai été voir un pote à moi et nos deux enfants qui ont 2 mois, mais vraiment 2 mois d'écart, étaient côte à côte. Alors, le mien, physiquement, t'as l'impression qu'il a 1 an de plus. Mais l'autre était 10 fois plus évolué sur la motricité, sur le langage. Donc, ça ne veut rien dire lorsque tu parles d'âge. Et alors, je pose ma question. Alors, du coup, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire que, en substance, si je vous avez le même discours que Darmanin, monsieur. Excusez-moi, attendez. Ce
que vous évoquez, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire de généralité. Et Bien pourtant, vous êtes favorable au rapatriement général des enfants. Donc vous voyez bien qu'il y a une contradiction dans votre propos. Parce que vous m'expliquez que finalement, 2 enfants du même âge, l'un pourrait fort bien être sujet à l'endoctrinement et avoir été victime d'un endoctrinement qui a percé chez lui et effectivement il est devenu une éponge et peut être constitué un danger, là où l'autre non. Non mais sauf, alors attends, bouge pas, parce qu'il y a une petite phrase de Nasser Lagili là, qui est un peu passé inaperçue, que je voudrais que tu répètes, c'est à l'encre. Vous avez exactement le même discours que M. Darmanin. Et pourquoi le même discours que Darmanin ? Darmanin ? Parce que tout simplement, mais je vais en venir. Les fachos droitistes, ils sont tous ensemble. Comment ? C'est peut-être M. Darmanin qui a le même discours que moi. Oui, peut-être. Ça, joli. C'est prochain ministre de Macron. Non, mais sincèrement, pourquoi je dis ça ? Parce que Darmanin a fait ce même discours pour les gens qu'il avait considérés comme islamistes. Il est parti voir les pays d'origine des parents pour demander que ces gens-là soient exclus du pays de la France. Alors que ces mêmes enfants sont nés en France, ont grandi en France, ont vécu en France. Et bien évidemment, on prend l'exemple de l'Algérie, a dit « Vous gardez vos enfants que vous avez vous-même éduqués, entre guillemets, que vous avez porté une éducation qui était différente de la nôtre. Ces enfants qu'aujourd'hui vous refusez d'accepter dans notre pays sont français. » Donc, même si on les accepte... Non, mais je vous le dis, parce que votre discours, il est ambigu. Il est ambigu. Je suis désolé. Vous êtes en train de dire oui et non. Et en même temps, on n'a pas de réponse à la question. Donc, je vous ai posé juste une question. Si vous étiez favorable, oui ou non, au rapatriement, vous nous dites oui, mais non. Et voilà. Bon. Si vous êtes capable de résoudre une question aussi complexe à la radio en 5 minutes, eh bien, changez de métier, changez de fonction. Parce que vous êtes dangereux sur le plan politique. Parce que la politique, c'est l'art, effectivement, de prendre le temps. C'est l'amour de la sagesse. C'est prendre le temps de la sagesse. Or, la sagesse, elle se règle pas en 5 minutes par une question par oui ou par non. Non, on parle de crise humanitaire. Qu'est-ce que vous parlez de sagesse ? Attendez, soyez sérieux. Vous avez vu les images dans les camps ? Maître, vous avez vu les images ? Je vous ai écouté depuis tout à l'heure, franchement. Sur une émission d'1h30, là, vous nous avez éclaté 1 heure. Vous faites partie de ceux qui niaient que l'immigration clandestine, par exemple, eh bien, est aussi parfois vecteur de terroristes, effectivement, en son sein, et qu'il faut faire très attention avec les flux migratoires, par exemple. Vous dites ça parce que j'ai des origines siciliennes et qu'on a vendu de la drogue avec la French Connection. Il ne connaît pas tes origines. Ah merde. Il ne connaît pas. Mais non, mais arrêtez de dire n'importe quoi. La sagesse, Tarek Mami. S'il vous plaît. Est vecteur de terrorisme. Tarek Mami, la sagesse. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Attendez. Tarek Mami, allez-y. Voilà pourquoi je ne veux pas participer à ce genre de débat, parce que vous êtes effectivement pas vous n'êtes pas dans la raison, c'est toujours le même débat. C'est vous qui n'êtes pas dans la raison, maintenant. Philippe, je peux en placer un exemple ou deux de mecs complètement tarés, vous me faites je peux en placer une si vous permettez. Oui, allez-y, maître. Oui, maître aussi, j'étais avocat dans une autre vie, moi aussi. Voilà. Alors, Tarek Mami, allez-y. Voilà. Alors, 2 choses. 1, la question du rapatriement des enfants de Syrie, pour moi, qui suit donc pour toutes les libertés dont je parlais tout à l'heure, est une obligation de l'État. Et si ces enfants sont aujourd'hui des éponges, c'est à l'État, une fois qu'il les a rapatriés, de faire ce qu'il a à faire pour les faire soigner. Parce que c'est une théorie qui est très chère maître, excusez-moi de vous le dire d'une manière abrupte mais courtoise et polie. Cela veut dire que les enfants à 6 ans, ils ont 6 ou 7 ans, ils ont déjà tracé leur avenir définitivement et qu'ils deviennent irrattrapables. Absolument. Et ça, c'est un discours, si vous voulez, une majorité à la conséquence. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis pour le rapatriement de ces enfants. La seule question qui me pose question et réflexion, ces enfants sont français, mais est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut les rapatrier, eux et leur maman, puisque les papas en général sont morts ou disparus, ou juste rapatrier les enfants tout seuls quand les parents, quand la maman accepte. Pour moi, ça, c'est la question à la fois éthique et juridique. Quant aux terroristes qui passent parmi l'immigration clandestine, moi, là, je deviens un mec d'extrême gauche et je dis, qu'est-ce qui pousse des jeunes africains, tunisiens, surtout africains, tunisiens et quelques autres, à vouloir absolument venir en France, si dans leur pays, ils avaient les conditions normales de vie, y compris sous les dictateurs soutenus par notre pays. Donc ce sont des vrais débats et je pense que c'est des débats de sagesse et c'est pas des partis pris définitifs. Alors je rajoute un élément, pardon Philippe, je rajoute un élément avant que Maître Division réponde dans un instant, juste après la pub. Il y a quand même aussi un autre aspect dans cette question, c'est que en France, durant 2 ans, on a laissé partir des mineurs de notre pays.
ils ont pu partir sans une autorisation parentale. C'était entre 2013 et 2015, cher maître, et c'est là qu'en soi, la responsabilité de l'État est engagée. On y revient dans un instant, juste après la pub. C'est enflammé, mais c'est ça qu'on aime en tout cas. Merci. Maître Divisio, Philippe Bouriaki, Nasser Lagili et Maître Divisio, à tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Philippe Bouriaki, Tarek Mami, Nasser Lagili et Maître Fabrice Divisio. Un vrai débat s'est engagé ici sur le rapatriement des enfants. Il serait entre 180 et 190. Oui, bah là, on voit qu'il y a plus de débat que sur le pass sanitaire, c'est vrai. Sur le pass, on est d'accord, en gros. Pour le coup et pour les enfants, je tenais à rappeler en substance de ce qu'a dit Tarek Mami juste après, avant la pub, pardon, que, et là, maître, j'aimerais vous entendre, c'est qu'il y a une responsabilité de l'État. On rappelle que dans ce pays, on a laissé partir des mineurs sans autorisation parentale pendant plus de 2 ans. Par la Turquie et par l'Espagne. Oui, mais peu importe, ils sont sortis de France, je veux dire, de 2013 à 2015, si je ne m'abuse. Oui. Donc pendant 2 ans, à ce titre-là, maître, il y a une responsabilité de l'État qui s'engage. Je suis forcément d'accord. Bon, alors donc, on rapatrie les enfants. Attendez. Encore une fois, moi, je veux dire, je ne suis absolument pas défavorable à l'idée de rapatrier des enfants qui sont en situation, au demeurant décrite que notre reportage, parfois en situation sanitaire déplorable. Oui. Ce serait complètement inhumain de ne pas se poser la question et de dire un non brutal. C'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est pas est-ce que je le fais, c'est comment je le fais. Je veux dire, premièrement, qu'est-ce que je fais une fois qu'ils arrivent sur le territoire ? Qu'est-ce qui se passe si demain matin, effectivement, vous avez la maman qui se déclare et qui dit « moi, je veux le rejoindre en France » et que vous avez une jurisprudence qui est extrêmement favorable quand même au maintien des cellules familiales avec la maman qui arrive sur le territoire aussi et qui, elle, peut représenter un danger ? Qu'est-ce que je fais ? Alors ensuite, moi, président de la République, la maman, je la mets en prison en attendant donc de faire le traitement social et autres. L'enfant, je le mettrai dans un endroit où on doit travailler sa psychologie. Attendez. Mais je ne suis pas président de la République. Hein. Attendez. Peut-être. Enfin, dernier point. Jusqu'à quel âge j'accepte de dire qu'il ne constitue pas un danger ? Est-ce qu'un enfant de 13 ans peut être considéré comme un enfant de 7 ans ? C'est une question intéressante. Oui. Et encore une fois, mais alors, justement, pour répondre à cette question, maître. Non, mais juste pour terminer sur ce point, je termine juste sur ce point. En fait, il ne faut pas confondre deux choses. Je préfère qu'on se pose ce genre de questions avant. Une fois qu'on a les réponses, alors on sera dans les bonnes conditions pour se dire, voilà la doctrine que je vais me fixer, voilà effectivement les limites que je vais me fixer, parce qu'on ne réagit pas, ça nous évitera de réagir, mais effectivement d'être proactif. Et c'est peut-être un peu ce qui manque dans ce pays, c'est qu'on passe notre temps à être rattrapé par les événements et par les décisions. Philippe, si vous permettez. Pour moi, la question n'est pas une question d'âge, cher maître. Ça devient une question de principe. Et imaginez qu'un jeune qui a aujourd'hui 13, 14 ou 15 ans... parce qu'on va parler de ceux qui ont moins de 10 ans. Il reste encore 5 ans en Syrie. 17 ans, 18 ans, il est bien endoctriné comme il faut. Et sa haine, elle va aller contre qui ? Contre la France. Et donc, il va avoir un seul objectif, c'est d'arriver pour faire l'attentat que nous craignons tous. Donc la question politique qui se mord la queue, en fait. Oui, non, la question politique qu'on doit se poser, est-ce qu'il faut essayer de récupérer au plus tôt pour essayer de soigner, on peut gagner, on peut perdre, ou est-ce qu'on laisse des gens être convenus ? Parce que vous le savez, cher maître, aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent un peu endoctrinés dans les prisons. Et quand ils sortent 5 ans ou 7 ans, c'est pire. Après, ils deviennent pires parce qu'ils ont le sentiment de l'injustice qui n'est pas une injustice. C'est vrai. Et moi, ce que je crains, c'est pour nos petits-enfants qui sont donc dans cet âge de moins de 12 ans, voire plus, comment demain ils vont réagir contre nous tous, citoyens français, assis au café du Bataclan de nouveau. Et c'est pour ça que moi, je voulais répondre par rapport à l'âge que soulève la question de maître, qui n'est pas une question stupide, au contraire. Nous, en off, on a parlé entre nous, il lève un vrai débat intéressant. Il y a 2 choses. La première, pour revenir sur tout à l'heure l'immigration clandestine avec des terroristes, je rappellerai que la majorité des terroristes étaient ou belges ou français. Donc déjà, l'histoire elle est réglée par rapport aux clandestins. Bon. Deuxièmement, par rapport à l'âge, vous savez, lorsque vous faites kidnapper, que vous êtes aux mains des terroristes ou d'une secte, lorsque les services français viennent vous récupérer, il y a des caissons de dégrisement, et à ce moment-là, on juge
et je crois que la DCRI et la DGSE sont les meilleurs dans le monde, on juge votre niveau de pouvoir vous intégrer, oui ou non. Et à ce moment-là, on peut mettre en place des batteries de tests de psychologiques ou de psychologues ou de psychiatres pour voir comment l'enfant est. Pour évaluer la dangerosité. Il y a des degrés d'évaluation qu'on peut mettre en place, mais de grâce, maître, on ne peut plus les laisser là-bas. Ouais. Voilà, dernier mot, maître, là-dessus. Et ça mérite un vrai débat une autre fois, parce que c'est une question pour moi essentielle. Il y va des principes constitutionnels et politiques de la France, il y va de notre éthique à chacun d'entre nous, et il y va donc de l'avenir de ces enfants, dont on est quelque part, malgré nous, responsable. Maître, dernier mot là-dessus, et la prochaine fois que vous venez en studio, on débattra les yeux dans les yeux, comme on dit. Avec plaisir. Avec plaisir. Maître. Le dernier mot, il est simple en fait, c'est que j'évite de faire deux choses. J'évite d'abord de me laisser diriger par mes émotions, parce qu'elles sont souvent trompeuses, et ensuite j'évite de me laisser guider par des principes, parce que les principes en tant que tels, tant qu'ils ne sont pas confrontés au réel, ils ne valent pas grand-chose en fait. Et donc si vous voulez dire que c'est une question de principe, moi, je me méfie toujours des principes, y compris des miens propres, tant que je ne les ai pas confrontés au réel. Tout ce que vous dites est vrai. Simplement, n'oubliez pas un dernier point. C'est que le gouverner, il y a un élément dans le gouvernement, c'est la vertu de prudence. C'est exactement chaque fois que nous nous départissons de la vertu de prudence, qui est vraiment cet art du juste milieu, cet art de la médiété, cet art du discernement, eh bien à chaque fois que nous ne prenons pas le temps du discernement parce que nous nous laissons guider par des principes ou par des émotions, nous le payons généralement très cher. Et on l'a fait pour la Syrie, en rompant de relations diplomatiques, sans avoir mis au préalable le travail, alors que la sécurité militaire conseillait de ne pas rompre et au moins de garder les liens entre ces services de sécurité. Donc ils n'ont pas prévu hier, et nous, on paye le prix de cette non-prudence d'hier. Je suis 100% d'accord avec ça. C'est bien pour ça que je serais spontanément favorable, si vous voulez, en première intention, et si je me laissais guider par mon humanité, évidemment qu'en première intention, vous avez complètement raison. Et sans doute faudra-t-il les rapatrier, évidemment. Après, il y a un autre aspect, c'est que quand des artistes s'en mêlent, je suis un peu méfiant. Mais bon. Mais ensuite, effectivement, je me dis, attention, est-ce que ce premier mouvement est vraiment le bon? Et est-ce que finalement, j'ai bien compris ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai bien bordé les conséquences de ce que je suis en train de faire? Si c'est oui, eh bien super, on le fait. Mais il vaut mieux effectivement se poser ces questions-là avant. Eh bien, on va aller justement se border pour se retrouver demain, les enfants, à partir de 16h sur France Maghreb 2. Merci beaucoup, Maître Divisio. La prochaine, c'est en studio, hein, je vous le dis. Hein. Ça va. Bon, ça va. Merci beaucoup, Maître, d'avoir d'être resté finalement jusqu'au bout de cette émission. Merci beaucoup, Maître Divisio. À très bientôt. Merci. Et merci beaucoup, mon Nasser. Merci, mon Philippe. Merci, Tarek. Merci à tous. Et rendez-vous demain avec Karim Alouache et Nabil Sama demain sur France Maghreb entre 16h et 18h.